Mais c'est quand il me faisait faire du vélo pour m'apprendre à faire du vélo, il mettait des coups de pression, c'était pas agréable. Hein. Jamais il a été violent, mais par contre, coup de pression. Comment ça, t'y arrives pas? Ah bah gros, c'est dur en fait d'enlever les pédales, frère. Mais grâce à lui, j'ai réussi, hein, tu vois. Pareil pour le roller, c'est aussi grâce à lui, parce qu'il mettait une pression de ouf derrière. Ouais, vas-y, faut que tu y arrives. Ok, bah je vais y arriver alors, j'ai pas le choix, tu vois. Est-ce que tu y serais arrivé sans cette pression? Oui, parce que je me serais comparé à d'autres enfants qui arrivent et ça m'aurait mis le seum. Mais, par contre, mon père a fait que j'y arrive très vite. Du coup, aujourd'hui, je suis avec Nordine et Isma pour parler d'un très gros sujet. Comment ça va, les gars? Moi, je vais très bien, je te remercie. Et toi? Ça va plutôt pas mal. Fatigué d'une grosse semaine, mais très content aussi d'être là pour cette conversation qu'on va avoir. Toi, Isma, comment ça va? Moi, ça va. Je suis KO, mais pour d'autres raisons. Mais c'est de la bonne fatigue, on va dire. C'est de la fatigue de transition. Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Ça fait longtemps qu'on m'a pas vu. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit quand est-ce qu'Isma revient. Ah putain, ça commence. Ah non, moi, je viens quand Mourad a besoin de moi. Voilà. Merci d'avoir accepté cette invitation. Aujourd'hui, on va parler du rapport au père. Je vais commencer par expliquer, avant de vous laisser la place pour vous présenter, je vais commencer par expliquer pourquoi j'ai proposé ce sujet et pourquoi je pense que, en tout cas, pourquoi c'est un sujet qui m'intéresse, pourquoi c'est une conversation que j'ai envie d'avoir. Yes. Déjà parce que dans ma vie, le rapport que j'ai avec mon père, ça a été un gros sujet dans ma vie, dans ma construction, dans ma vie d'enfant, d'adolescent et ensuite d'adulte. C'est un sujet important, d'une part, et je vais développer pourquoi ensuite dans la conversation et vous aussi. Et d'autre part, parce que y a comme pour moi, dans la période actuelle, de remise en cause du patriarcat à juste titre à plein de niveaux, pousser à l'extrême un processus de démolition de ce modèle paternel, ça n'engage que moi, c'est ma perspective. Je vois pas ça d'un bon œil. Et je voulais simplement avoir cette conversation sans parler de patriarcat, sans parler de toutes ces choses-là, de ce que ça veut dire en fait un père pour un fils. Donc on est là pour parler de ça. Qu'est-ce que vous en dites? Tu veux commencer, Isma? Non, vas-y. Non, sincèrement, vas-y, tu peux commencer. Mais je serais plus à l'aise de rebondir sur ce que ça marche. Peut-être présentez-vous rapidement pour ceux qui vous ont pas vu sur les précédents podcasts, parce que vous êtes venus tous les deux. On m'a vu souvent, donc Nordine, vas-y. D'accord. Donc en fait, je suis Nordine, j'ai 36 ans, je réside à Paris et je suis papa depuis 2 ans. J'ai un fils qui s'appelle Ismaël. Voilà. Et j'ai souhaité participer à ce podcast parce que tu me l'as proposé de façon très sympathique. Et au début, j'étais, hésitant. Parce que des fois, déjà, je ne m'exprime pas publiquement. Moi, je garde souvent mon avis pour moi ou pour mon cercle familial. Et puis finalement, je me suis dit, après tout, une bonne discussion avec Mourad. Je savais qu'Isma, tu serais là. C'est l'occasion de te rencontrer aussi. Je me suis dit, pourquoi pas. Puis finalement, c'est un sujet comme un autre, donc on peut y aller. Et moi, j'ai eu une bonne expérience en fait du rapport au père, justement. Parce qu'en fait, j'ai eu un père qui était très présent, qui était aimant, qui nous a, protégés, qui nous a accompagnés jusqu'à ce qu'il parte. Et donc, du coup, je pense que ce témoignage, en fait, il pourra aussi mettre en valeur le rôle du père dans une famille et puis pourquoi il m'a laissé suffisamment de choses pour que j'ai envie, justement, moi aussi, d'être père. Voilà. T'avais quel âge quand ton père il est décédé? Je devais avoir 24 ans, il me semble. Okay. Ouais. C'était en 2012, en novembre 2012. Il me semble que oui, ça doit être ça, 24 ans, mais bon, je suis pas bon moi dans les calculs. Mais ouais, voilà. Ça marche.
Moi, c'est Ismaël. Ça sert à rien de me présenter. Je suis déjà un peu trop présent, même, je pense, dans les podcasts, mais avec plaisir. T'es pas trop présent. Je sais pas, mais bon, voilà. En tout cas, moi, je suis là avec plaisir. Parce que Mourad, c'est un ami et quand il a besoin de moi, je suis là. Voilà. C'est un thème qu'on avait abordé avec Mourad dans des discussions privées. Et on s'était dit qu'effectivement, il y avait quelque chose à travailler là-dessus. Je rejoins totalement Mourad sur le patriarcat, sa remise en question, l'extrémisme qu'il y a autour. Je pense aussi qu'on détruit l'image du père au profit d'une perdition, parce que c'est même pas au profit d'une image de la mère. Et on est en train de perdre les enfants et les adolescents et les futurs adultes. Donc je trouve ça terrible. Qu'il y ait des mauvais hommes, oui, ok. Je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Qu'il y ait des mauvaises femmes, oui, moi j'en ai connu. Et voilà. Donc je pense qu'à un moment donné, si on ne pense pas à se rassembler, à s'éduquer ensemble et à être complémentaires, on va se perdre. Mais je pense que c'est ce qu'ils essayent de faire en tout cas, parce que diviser pour mieux régner, et c'est une devise qu'ils connaissent très bien. Donc ce thème me touche parce que moi j'ai eu aussi pareil un papa qui est parti mais très tôt. Là j'ai dépassé son âge, j'étais content d'avoir vécu plus que mon père. Pour moi le reste c'est du bonus du coup. Il est mort à 34 ans, moi j'avais eu 7 ans et demi quand il est mort. Et j'ai toujours imaginé ce que c'était que d'avoir un papa, quoi. De suivre quelqu'un, ses traces et tout. Sauf qu'il est mort tellement tôt qu'il n'y avait pas de traces, quoi. Donc je suivais rien. Donc ce thème, pour moi, il est intéressant, il est important. Et je pense qu'il est vital pour certaines personnes qui se font manipuler en ce moment. Voilà. Je pense qu'il faut... parler des choses concrètes. Arrêter de fantasmer, de récupérer des combats qui ne sont pas de notre société, qui sont dans d'autres contextes. Et puis voilà, quoi. Contrairement à vous, j'ai eu un père qui était présent. Mais peut-être qu'il était trop présent. C'est-à-dire que je mesure la chance que j'ai d'avoir un père qui était très présent et qui était là et qui était impliqué dans l'éducation de ses enfants, vraiment. Mais en fait, ça a dépassé un degré d'application, je pense, normal et même sain. C'était dans une... je pense qu'en fait, mon père a mis beaucoup de pression sur mes épaules pour que j'accomplisse ce que lui n'avait pas pu accomplir, ou que je devienne la personne que lui n'a pas réussi à devenir. C'est une histoire assez classique chez les enfants de l'immigration, les parents qui nous donnent l'opportunité d'avoir une ascension sociale, par exemple, mais ça allait beaucoup plus loin, parce que je pense que mon père voulait que je sois l'extension de lui-même. Sauf que moi, de base, j'étais décalé. Le modèle ne collait pas à la vision qu'il avait. Et en fait, toute la relation de l'histoire avec mon père, c'est cette attraction-répulsion, amour-haine. C'est pourquoi est-ce que tu rentres pas dans la case? Et moi, je rentre pas dans la case, en fait. Et en même temps, tout le paradoxe, c'est que aujourd'hui, je sais que mes plus grandes qualités, je lui dois. Et en même temps, c'est une relation qui nous a fait du mal à tous les deux, qui a été très difficile. Il y a eu beaucoup de conflits. Il y a eu, je suis parti plusieurs fois. Voilà. Donc c'est aussi ce paradoxe que j'aimerais explorer avec vous. Je voulais commencer par vous demander ce qui se passe pour vous en fait au moment où vous perdez votre père. Vous avez des âges différents, vous êtes à des moments de vie différents. Isma, c'est 7 ans et demi, 8 ans. Nordine, c'est entre 24 et 26 ans. Ouais. Comment est-ce que vous vivez ce moment-là, si vous êtes capable de mettre des mots dessus maintenant?
En fait, tout de suite, je le... Comment dire? Je l'assimile. En même temps, mon père, on le voyait pas beaucoup. Parce qu'il travaillait énormément. Ma mère travaillait pas. Et mon père était taxi. Donc, il travaillait le jour et une partie de la nuit. Mais je me rappelle de chaque moment que j'ai passé avec lui. Alors, soit parce que c'était pas assez récurrent, soit parce que j'ai une mémoire de ouf, mais je pense que j'ai une sacrée mémoire de quand j'étais jeune, contrairement à la mémoire immédiate qui est catastrophique. Mais du coup, quand il est mort, sur le coup, je me rappelle quand on est à la morgue, quand ma mère elle me dit de lui dire des choses dans les oreilles qu'il va entendre. Et je me rappelle que mon petit frère, il fait que de la merde. En fait, il court partout, il comprend pas ce qui se passe, il s'amuse et il capte pas du tout que le daron, il est allongé là, froid, mort quoi. Et donc c'est moi qui vais expliquer à mon petit frère ce qui s'est passé quoi. Alors mon petit frère n'a pas beaucoup de souvenirs de mon père, donc c'est pas trop grave pour lui. Vous avez combien On a 2 ans d'écart. Ouais, 2 ans. Donc lui, il avait 5 ans, et voilà. Puis après, au niveau de la mémoire, quand tu as un choc psychologique, parfois aussi, t'oublies. Et ma grande sœur, parce qu'on est 6, mais on n'est pas du même père, on est 3 du même père. Donc le père concerné, ma plus grande sœur du père concerné, elle se renferme de ouf. Et du coup, je suis le seul à devoir être solide. Mais les séquelles sont terribles. C'est-à-dire que j'arrive au collège, jusqu'au CM2 ça va. Dès que j'arrive au collège où il faut que tu aies un appui de quelqu'un de solide pour t'aider à traverser cette difficulté qu'est le collège, où il faut être un bonhomme, où il faut se faire respecter, où la sensibilité elle n'a pas sa place, là j'étais en galère. Ça a été compliqué. J'ai fait beaucoup de crises de nerfs. Je suis allé voir un psy, ça m'a servi à rien. Parce que je n'étais pas du tout prêt à livrer quoi que ce soit à quelqu'un que je connaissais pas, quoi. Et donc, c'est de la délinquance en grande partie. Pas de confiance aux adultes. J'insulte beaucoup Dieu, auquel je crois pas, mais en même temps, je l'insulte, donc c'est rigolo. Et j'ai envie de défoncer tout le monde, quoi. Et en même temps, quand la bagarre arrive, j'arrive pas à me dire qu'il faut que je frappe quelqu'un pour le défoncer, quoi. J'ai pas envie de faire mal aux gens. Et en même temps, j'ai peur de perdre, j'ai peur de rater. Tout ce que le père, là où il va te rassurer, il va t'aider, je l'avais pas. Et c'était très très compliqué. Du coup, d'être là, c'est comme si tu étais lâché dans un océan avec un bout de barque, quoi, mais un bout. Et tu dois te débrouiller, quoi. Et c'est ça ma vie jusqu'à encore maintenant, quoi. Parce que si j'avais mon daron maintenant, si j'avais des conseils ou si j'étais pas bien ou quoi, je pourrais aller le voir pour lui dire putain, là c'est dur là la vie, là maintenant là. Et il serait là pour me dire mec, moi je l'ai vécu, t'inquiète, ça va, tu vois. Ou bouge-toi le cul. Donc ça a été et c'est encore parfois compliqué. Bon, ça a été compliqué quand j'étais petit, mais un peu moins maintenant parce que t'acceptes, mais ouais, il y a des endroits où il y a du manque de ouf, quoi. Et en fait, il n'y aura jamais de réponse. Il n'y aura jamais de réponse à ça. Dans tout ce que tu dis, en fait, ce qui est intéressant, c'est tu es pas le plus âgé dans ta famille. Tu as des grandes sœurs. Je suis pas le plus âgé, j'ai 2 grandes sœurs. Tu as 2 grandes sœurs et ta mère était là aussi. Ouais. Mais en fait, ce qui ressort, c'est le manque de cette figure masculine pour des trucs qu'un garçon, qu'un adolescent sur lequel il se repose sur son père pour lui apprendre, en fait. C'est-à-dire que tu étais entouré de présences bienveillantes, mais il manquait ce modèle. Et on entend aussi cette colère de cette injustice presque, tu vois. Après, je n'étais pas entouré de présences bienveillantes, hein, je te le dis. Hein. Ah non, okay. Pas du tout. J'ai pas eu une mère bienveillante du tout. En tout cas, à cette époque-là de ma vie. Donc non, j'étais tout seul. J'étais vraiment tout seul. Donc en fait, manque de repères.
Ouais, tu Ouais. te débrouilles. Hein. T'es là, tu regardes, t'attrapes ce qui te semble être bon. Et puis, comme tu t'occupes de la fratrie, et bah, ça te permet de garder sur une ligne droite. Si j'avais pas eu à m'occuper des frères et sœurs, je pense que je serais devenu un malade. Hein. Vraiment, je pense que je serais en prison très fort. Donc, ouais, non, c'était spécial, mais bon, ça a fait ce que je suis, donc ça va. Ça va. Nordine? Ouais. Ouais, ça me parle en fait, tout ce que tu as raconté, ton chemin de vie. Moi j'ai eu une histoire totalement différente, puisque en fait, comme j'ai dit, mon père il est décédé quand j'avais 24 ans. Et en fait, il nous a accompagnés, moi et mes sœurs et mon frère et ma maman. En fait, tous les jours il était là. C'est-à-dire qu'il travaillait à l'usine. Il faisait, soit il travaillait le matin de 4 ou 5 heures jusqu'à midi, 13 heures, soit il travaillait l'après-midi 13 heures, 20 heures, ou des fois il travaillait la nuit. Mais en fait, il était tout le temps là. C'est-à-dire que il revenait, on savait qu'il y avait le support. Des fois, il nous faisait à manger le midi. C'est lui qui prenait soin de nous quand la maman elle travaillait, parce que mes deux parents en fait travaillaient. Moi, j'ai une chance en fait, c'est que j'ai vécu dans un endroit où les gens travaillent à 5 minutes de chez eux. En règle générale, ils n'ont pas besoin de faire 45 minutes, 1 heure de route. Yes. Donc, Nordine, quand tu tournes la tête, garde bien le. Ouais. Et du coup, en fait, ça, c'est une chance parce que ça leur a donné la capacité à être présent pour nous. Et mon père, en fait, il était présent. Par contre, comme beaucoup d'immigrés, il est arrivé en France avec rien. Donc, il a eu besoin de travailler beaucoup pour qu'on ait un foyer, qu'on ait une vie stable, en fait. Et du coup, il n'était pas présent. Il était présent physiquement, mais il n'était pas toujours présent avec nous. Parce qu'il avait encore de la famille en Algérie. Il voulait en prendre soin également. Donc, il était souvent préoccupé par eux, en même temps qu'il était préoccupé par nous. Parce qu'en fait, il avait deux frères et une sœur qui étaient là-bas et qui avaient des conditions de vie qui n'étaient pas faciles. Et lui, il sentait toujours la responsabilité de devoir prendre soin d'eux. Donc, en fait, il a toujours cherché à prendre soin des autres et à prendre soin de nous également. Et du coup, on a été obligé de le partager. C'est-à-dire que, mais en même temps, il nous a donné par cet exemple-là l'image que si tu veux être un bon père de famille, tu dois prendre soin de ta famille autour de toi, et c'est même ta famille étendue. Tu dois prendre soin de tes frères, tu dois prendre soin de tes sœurs. C'est comme ça en fait. Tu as une responsabilité vis-à-vis des autres, parce que si tu es plus fort qu'eux, ou si tu as une condition plus favorable, tu te dois de les protéger. Et ça en fait, c'est quelque chose moi qui m'a marqué. Parce que dans ma vie de tous les jours, ma famille, que ce soit ma femme, mon fils, que ce soit ma grande sœur, même ma maman, même si elle a moins besoin de cette présence-là, parce que je ne suis pas à côté d'elle, j'ai besoin en fait d'être présent pour eux. C'est-à-dire s'ils ont envie de parler avec moi, je dois être là pour eux, pour pouvoir leur répondre et prendre soin d'eux. Et ça en fait, c'est quelque chose que lui il m'a apporté. Et j'ai eu suffisamment d'années avec lui. Il n'a pas eu besoin de me le dire, en fait, lui il me l'a montré. Et je me suis toujours dit que la meilleure façon de transmettre quelque chose, c'est pas de dire, c'est de montrer, en fait. Et ça, c'est une chance. Donc déjà, le lien, en fait, avec le père, pour moi, il se fait déjà à ce niveau-là. Le père et la mère transmettent des choses différentes, mais le père, en fait, dans la tradition, il est pourvoyeur d'une certaine sécurité. Parce qu'on n'oublie pas qu'à une époque, il fallait avoir un physique pour pouvoir protéger sa famille. Il fallait, en fait... et c'était pas le rôle de la mère. La mère, elle était avec les enfants. Elle prenait soin du foyer et des enfants. Mais le père, il veillait sur eux dans la globalité, en fait. Et du coup, ça, c'est quelque chose qui, dans la société, tend à s'effacer. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a des lois qui nous protègent. On a un pays et des pays en Occident qui sont relativement en paix, même si là on a la guerre à côté de chez nous finalement, et que la situation elle pourrait très bien évoluer. Et on se rend compte que l'idée d'effacer le rôle du père, ça peut fonctionner dans une société où il n'y a plus besoin justement de ce rôle masculin, de protecteur, de gardien. Mais dans une société qui est beaucoup moins avancée, on en a toujours besoin. Il suffit de se référer en fait à d'autres pays qui sont pas autant développés que l'Occident, et on se rend vite compte qu'en fait dans ces pays-là, le rôle du père il est toujours présent. Donc
Ça, c'est ma première approche du rôle du père. Il y a plusieurs choses sur lesquelles j'ai envie de rebondir. On est tous les trois issus de pères qui sont pas français, qui ont pas. Donc ça ajoute une composante aussi. Et c'est ce que tu disais, Nordine. Et moi, malgré la relation conflictuelle que j'ai eue avec mon père, plus je prends en âge, plus je me sens proche de lui, dans le sens où je prends conscience de certaines des responsabilités qu'il avait, de certains poids qu'il avait sous les épaules, sans même en parler. Tu vois, c'est ce que tu dis quand tu dis il y a la famille au bled, en fait. Il n'y a pas que sa famille ici. Il y a le travail. En tout cas, pour mon père, c'était un travail d'ouvrier. Et avoir un salaire pour nous nourrir, pour nous loger, et en même temps s'occuper de sa famille, cette responsabilité, mon père qui était le fils aîné, de porter tout ça, c'est des choses auxquelles j'ai pensé tard, en fait. Et effectivement, et c'est marrant parce que quand je suis parti vivre en Australie, j'ai passé 3 ans en Australie. Moi, j'ai étudié l'anglais, je parlais bien l'anglais, tout ça, mais c'était compliqué. Le choc culturel, pas toujours me faire comprendre, pas comprendre les gens par rapport à leur accent. Et là, je me dis, mais moi, j'ai étudié l'anglais, en fait. Moi, je connais à peu près cette culture. Et là, je me mets à la place de mon père et je me dis, ma mère aussi d'ailleurs, hein, c'est valable pour les deux, pour ma part. Je me dis, ah ouais, mais qu'est-ce qu'ils ont traversé, on n'imagine pas. Ils n'en parlent pas nécessairement en plus. En tout cas, je sais que mon père, c'est des choses dont il n'a pas... Et là, le premier truc que je me demande, c'est combien de souffrances nos pères ont passé sous silence. C'est-à-dire ce truc de, c'est moi le chef de la famille, je dois m'occuper... il y a des enfants, il y a ma femme, ils ont besoin de moi, c'est moi. Combien de trucs durs ils ont vécu sans nous en parler. Et plus j'avance, plus je me rends compte. Et je suis sûr qu'il y a même des trucs que mon père il m'a jamais dit, qu'il nous a jamais dit, des trucs qu'il a portés. Et par rapport à ça, j'ai beaucoup de gratitude. Encore une fois, j'ai commencé en parlant de la réalité de ma relation avec mon père qui a été très conflictuelle. Mais je dois reconnaître aussi ça. Et comme je le disais, mon père, il était là. Et j'ai eu cette chance. Moi, j'ai une question. À quel moment tu as réalisé que ton père et toi, vous étiez différents ? À tous les points de vue, hein. C'est-à-dire religieusement... au niveau de la vision, du projet de vie, etc. C'est à quel âge et c'est quoi le déclencheur ? Sincèrement. Hein. Très bonne question. J'y ai jamais pensé. Je vais prendre un petit temps pour... J'étais sûr que tu l'avais... c'est vrai ? Tu l'avais déjà réfléchi, mais ok. Ça peut revenir après, hein, la réponse. Hein. Je vais essayer de te répondre. Pour moi, c'est assez flou. Le moment où tu as senti que ton chemin, c'était pas le même que ton daron. La première fois où tu lui as dit non, peut-être. En fait, ce qui est intéressant, c'est que mon père, il est venu en France pour faire des études de droit. Moi, le droit, ça m'a jamais intéressé. Mais tu as quand même fait des études Mais j'ai quand même fait des études de droit. Mon père, il a pas terminé ses études de droit parce que pour des raisons X ou Y, en tout cas, l'histoire qu'il m'a racontée, c'est que il a dû travailler suffisamment tôt pour nourrir la famille en Algérie notamment et qu'il ne pouvait pas se permettre, parce que c'était le fils aîné, c'est l'histoire qu'il m'a racontée. Donc moi, inconsciemment, vraiment inconsciemment, je fais des études de droit. Et j'arrête après la 2e année. Première année, ça se passe très bien, tout ça, mais 2e année, je me dis, mais en fait, c'est pas ce que je veux faire. Et je pense que ça commence là. Okay. On peut mettre un point de départ ici, mais c'est que le premier point de départ d'une longue série de moments où j'ai dû m'affirmer. C'est quel âge ça ? 19 ans. 2e année de droit, ouais, c'est 19 tôt, ans. Première étape. Donc là, il y a un truc très difficile parce que j'essaie de me frayer mon propre chemin. Mais lui, peut-être, il avait une autre vision. Et le droit, ça correspondait bien à un truc qui lui aurait plu. Donc là, pendant quelques temps, je ne sais pas où je vais. Et là, c'est conflictuel. C'est conflictuel parce que là, c'est comme si je l'avais trahi, en fait. Mmh. Pour lui, c'était comme une trahison. C'était une trahison du sacrifice. Et donc ça, c'est un truc qui revenait beaucoup dans notre relation. C'est j'ai sacrifié
fais ce que je veux. Je vais schématiser, mais en gros, Non, mais c'est complètement ça. j'ai sacrifié pour toi, j'ai sacrifié pour vous. Fais ce que je veux, deviens qui je veux. Le conflit se résume vraiment à ça. Et toute la relation, le fait pour moi de devenir un homme adulte, ça a été d'être capable de lui dire non, d'être capable de dire c'est pas ça que je veux, c'est pas ça la vie que je veux. Je vais faire mon propre chemin. Je vais en fac de langue, je décide de partir en Australie, je me cherche. L'Australie, c'est aussi un autre point important. Parce que je me souviens que juste avant l'Australie, c'est le moment où je me dis j'ai vraiment besoin de choisir ma propre foi. Et pas juste de dire cette foi-là, c'est la vérité parce que c'est celle qu'on m'a proposée. Je m'en rappelle. Et à ce moment-là, on a eu cette conversation au lac, je sais pas si tu te souviens, Saint-Michel. Je dis je sais pas. Tu sais quoi, je vais partir en Australie, mais je sais pas ce en quoi je crois aujourd'hui. Je vais juste laisser l'espace. Et c'était effrayant parce que c'était sortir de tous mes repères aussi. Et en plus avec cette culpabilité de dire et je pense que ça c'est un des trucs qui a été le plus difficile pour moi. Comme si j'ai toujours senti que, et ça m'a fait mal, je corresponds pas à ce que mon père attend de moi. Et comme si du coup, je sais qu'il m'aimait, j'ai toujours su qu'il m'aimait, mais il y a toujours eu ce truc où en fait, accepter que j'étais pas le modèle qu'il voulait, ça m'a pris du temps. Est-ce que c'est même encore réglé Ça a été, je peux pas te dire que c'est complètement réglé. Non. Mais ça a été une série avec pas mal d'étapes importantes. C'est marrant parce que dans repère, il y a père. Il y a père, mais il y a repère. Encore. Tu vois la pression de ouf des repères. Ouais, après... ma perspective aujourd'hui, c'est ni tout blanc ni tout noir. Ouais. C'est reconnaître cette relation, reconnaître ce qu'elle m'a... là où ça a été difficile, reconnaître ce que ça m'a apporté aussi. Parce qu'en fait, si je dis, ouais, il y a tout ça, il y avait tous ces problèmes-là, je passe sous silence tous les très bons trucs. Mais c'est fou à quel point dans ce passage à cette construction, en fait, en tant qu'homme, je pense que ce modèle, il est essentiel. Il y a un bouquin qui s'appelle « Père manquant, fils manqué ». Et je trouve que dans cette formule, il y a beaucoup de choses qui sont dites. Il y a l'essentiel du livre, en fait. Tu n'as pas besoin de le lire après. Moi, tu sais, des fois, je prends un bouquin, je lis 100 pages, et ok, j'ai tout compris au livre. Mais là, tu me donnes le titre, c'est bon, j'ai même pas envie de le lire. Tellement c'est parlant et tellement c'est criant, tu vois. Donc ouais, c'est très clair. C'est très clair. Nordine, est-ce que tu as envie de rebondir sur quelque chose ? Sur ce qu'il a dit, en fait, c'est marrant parce que ce dont on parlait tout à l'heure, je disais, on a toujours des points de conjonction entre ce qu'on a vécu et ce que les autres vivent. Et ce que Morad en fait décrit, c'est quelque chose que j'ai ressenti. À quel moment en fait je réponds pas aux attentes de mon père et je le comprends et comment je l'assimile en fait et comment je fais pour l'accepter et passer le fait que je suis pas ce que mon père voudrait. Et ça a été difficile pour moi parce que en fait lui il a eu une vie dure et par le confort en fait que mes parents nous ont apporté, moi j'ai eu une vie douce. J'ai une enfance douce, une adolescence douce. Et en tant qu'adulte, en fait, je vois tout de suite, tu vois, en regardant la différence entre toi et moi, je vois que tu as été certainement quelqu'un de plus dur, en fait, et qui a eu besoin d'être plus dur, alors que moi, j'ai pas eu ce besoin-là. Moi, j'ai eu tout, d'une certaine façon. Bien que mon père, il était ouvrier, ma mère, elle était employée de mise en rayon, c'est pas le luxe, mais le fait d'avoir déjà toujours en fait tout devant toi et en plus de ça des parents qui sont présents, d'une certaine façon ça t'apporte un confort qui fait que tu seras jamais la personne qui a émigré, qui a donc fait l'effort de venir dans un pays qu'elle connaissait pas, dont elle n'a pas la culture, de devoir à la force de son travail physique établir sa situation, parce que nous on arrive déjà avec des acquis grâce à eux. En plus de ça, on a eu une école qui nous a permis de nous former intellectuellement. Alors du coup, tout ça, moi, j'ai toujours eu l'impression en fait d'avoir un père très... il n'était pas plus costaud physiquement que moi,
mais il m'impressionne. Aujourd'hui, il est plus là et je suis toujours impressionné par lui. Alors que je sais que si aujourd'hui je rencontrais une personne similaire, je me sentirais peut-être pas impressionné, mais le fait que ce soit mon père et de l'avoir vu faire toutes ces choses en fait aussi dures pour nous donner ça, ben je regarde et je me dis mais non, en fait moi je suis pas au niveau en fait. Et du coup ça a été dur parce que je voyais que par exemple lui il était très vif d'esprit et dans les relations interpersonnelles c'était quelqu'un qui parlait pas beaucoup, qui analysait vite. Il avait en fait c'est pas de la malice, mais c'est comment dire, il savait reconnaître la bonne personne de la mauvaise personne au premier coup d'œil en fait. Et moi avec justement tout ce confort qu'on m'a apporté, toute cette douceur de vie, j'étais un peu tête en l'air, un peu dans mon imagination et du coup ça répondait pas à ses attentes parce que lui en fait ce qu'il voulait aussi c'est avoir un fils qui cogite vite, qui par exemple fait les bons choix tout de suite et qui ne va pas se faire endormir, par exemple qui se fera pas arnaquer. Moi je me suis déjà fait arnaquer quand j'étais petit, je prends l'exemple tout bête de me faire arnaquer, on m'a arnaqué des Pogs à l'époque, ça vous vous en rappelez des Pogs, oui, mais oui. parce qu'en fait t'as le petit gamin qui est plus malin que toi, parce qu'en fait il est vif, il est comme ça et en fait il va t'arnaquer tes Pogs et toi t'as pas compris et t'es là en mode ah qu'est-ce qui s'est passé, c'est déjà une sale race. et tu vois en fait le truc c'est que quand ton père il te regarde et qu'en fait il te lâche le regard en mode tu vois, ben là tu te sens pas bien en fait et tu te rends compte de la différence entre les deux, entre lui et toi, parce qu'en fait lui il se serait pas fait arnaquer en fait. Bah, c'est ça dont je parle quand je parle des repères que j'ai pas eu. Donc ça me parle beaucoup ce que tu es en train de dire, parce que moi j'ai pas eu de daron qui me disait pète-lui les gueules ou le tape pas ou... Donc c'était à moi toujours de faire le choix et d'être là entre les deux. Qu'est-ce que je fais? Je le tabasse à mort ou je le tape pas, ou je savais pas quoi faire à chaque fois. Donc c'était des extrêmes. Des fois je tabassais à mort. Des fois je suis sorti avec un couteau pour aller chercher des mecs et tout. Par chance je les ai pas trouvés. J'étais jeune, je te dis ça, j'avais 12 ans. Des fois je sortais, j'avais envie de me bagarrer parce que j'étais en colère et je cherchais le mec qui me faisait chier. Et comme par hasard, je le trouvais jamais. Pourtant, je me baladais, je te jure. Et quand j'étais pisse, c'est à ce moment-là où il venait me casser les couilles. Mais parce que je savais pas quoi faire, en fait. Je savais pas quoi faire. Moi, j'ai pas eu, contrairement à vous, la déception du daron, parce que voilà. Donc, ça me parle pas du tout. Et c'est vrai que ça fait partie de cette personne que je suis où j'en ai rien à foutre de tout, tu vois. Qui me pose problème à certains endroits d'ailleurs, mais qui me déleste de beaucoup de choses. Mais c'est marrant de le voir et de l'entendre chez les autres parce que tu l'imagines, quoi. Tu l'as imaginé, tu l'imagines, mais tu le vivras pas, quoi. Donc c'est marrant. Mais par contre, le jour où peut-être toi tu auras un enfant, si ça arrive, eh ben peut-être que ton enfant, lui, va le vivre. Ah oui, il va le parce vivre, c'est sûr. Parce que justement, en fait, toi, t'es à la place de... Ah non, mais en plus, moi, j'ai pas de tact. Donc, quand il va faire un truc de merde, je vais lui dire c'est nul. Mais je vais lui dire, mais c'est pas grave, tu peux... Parce que je suis pédagogue quand même, je suis prof de danse. Donc, mais je sais que je serai... si j'ai un enfant, en tout cas, je sais que je serai assez tranchant dans ma façon de dire. Mais je lui expliquerai pourquoi je suis comme ça et que c'est jamais méchant, quoi. Mais c'est difficile. Après, moi, ce qui m'intéresse, Mourad, dans ce que tu dis, c'est que le silence de ton père, en fait, par rapport à toutes ses souffrances, c'est ce qui a fait qu'après, il a renvoyé un truc hyper fort dans ta face, quoi, tu vois. Et c'est là où, en fait, on se dit, il faut qu'on soit différents d'eux, il faut qu'on communique. Tu vois, parce qu'en fait, c'est bien de tout garder pour soi, c'est sûr. Mais on vit dans une société, comme tu dis, qui a changé. Et en fait, le tout garder pour soi, ça sert plus trop à grand chose, parce que personne n'est en grande souffrance, comme à l'époque où il fallait travailler dans le champ et où en fait tes problèmes psychologiques, on en avait rien à foutre, quoi. Gros, il faut travailler. Ta femme, elle travaille, tu travailles, tes enfants, ils travaillent. Donc il n'y avait pas de place où on se plaint. Et on voulait juste passer des moments de bonheur ensemble. Là, on a le droit. Donc parlons, parce que si c'est pour garder des trucs et te faire peser les déceptions aux enfants qu'on a, ça sert à rien de pas parler en fait. C'est quelle image du bonhomme
qui parle pas, qui garde tout pour lui, si c'est pour qu'après il incendie ses enfants ou il tabasse des mecs dans la rue parce qu'il garde tout pour lui, ça n'a pas de sens. Donc ouais, après nous on peut comprendre ça parce qu'on a eu accès à une autre éducation et à d'autres perspectives. Tu vois, j'ai un ami qui me disait c'est à toi de comprendre ton père, c'est pas lui de te comprendre. Et c'est intéressant, ben bien sûr, parce que j'ai une double culture, j'ai eu accès à une éducation qu'il n'a pas eue, et aussi plus de temps pour développer tout ça, cette ouverture à ces trucs-là. Donc il y a aussi cette perspective. Mais tu vois, c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'à un moment, j'ai compris que j'étais dans l'extrême inverse, c'est-à-dire que dans ma résistance à mon père, et en me disant je veux pas être comme lui, à un moment c'était presque aller à l'extrême inverse. Ouais, mais c'est normal. Donc il communique pas, je communique trop. Tu veux t'émanciper. C'est plus qui est émancipé, c'est briller plus. Tu vois, c'est être meilleur qu'eux. À un endroit précis où il est grave nul. Ouais, mais en faisant ça, en fait, je fais quelque chose de dangereux. C'est-à-dire que je reconnais plus qu'en fait je viens de lui et que sans lui je serais pas là. Et que donc, forcément, tu vois, il y a une expression qui dit monter sur les épaules de géants. Je sais plus, c'est un scientifique qui disait ça. On lui a dit comment vous avez fait pour trouver ça, faudrait que je retrouve. Il dit moi je suis monté sur l'épaule d'autres géants en fait. En gros, on m'a proposé la marche et grâce à cette marche, tu vois, reconnaître la marche en fait. Et il y a un moment dans mon adolescence, on va dire, même si c'était une adolescence tardive, j'étais, je pense, trop dans la contestation de ce modèle paternel. Et peut-être c'était une phase importante, mais il faut qu'elle soit transitoire. Je pense qu'on peut se perdre là-dedans, en fait. Et je pense que c'est un truc qu'on est en train de faire collectivement. Collectivement, on est en train de dire ouais, bah, regardez, le patriarcat, les hommes sont responsables, en gros, de tous les maux de l'univers. Donc... Je peux me permettre, je pense Bien pas sûr. que ce soit collectif en fait. Je pense qu'il y a un militantisme de certains groupes, oui, il faut les nommer, hein, le LGBTQ+, et les néo-féministes, qui globalement pour les néo-féministes veulent prendre la place des hommes et sans comprendre en fait quel est réellement le rôle de l'homme et en quoi il est complémentaire du rôle de la femme. Et pour les LGBTQ+, c'est dans une quête de reconnaissance en fait de leurs droits et de leur quête de visibilité. En fait, ils comprennent pas qu'ils sont en train de détruire aussi un modèle traditionnel dans lequel eux au départ ils n'avaient pas leur place. Donc ça peut se comprendre, ils ont envie en fait d'exister et c'est normal. Mais ils le font en fait en détruisant un autre modèle plutôt que de chercher à avoir une complémentarité, à dire il y a ce modèle qui existe, notre modèle, et en fait ils veulent imposer par la force et par un lobbying agressif qui va profiter à une minorité de personnes une façon de penser pour la société. Et c'est là où c'est problématique. Parce que qu'on le veuille ou non, les personnes qui font partie en fait de ces minorités sont des minorités. Et donc ne représente pas la majorité qui, elle, est silencieuse et qui va se perdre parce qu'en fait, on lui donne des injonctions qui sont contre sa nature au départ. C'est là le souci, en fait, qu'on a. Mais il faut vraiment nommer les choses pour comprendre le problème. Et c'est pas collectif parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont justement en contradiction avec ce modèle que les lobbies veulent leur pousser, parce qu'ils veulent pas juste être des individus génériques, parent 1, parent 2, ça les intéresse pas. Eux, ils veulent continuer à avoir ce noyau familial traditionnel avec papa, maman, et les enfants, en fait, de qui on doit prendre soin et qu'on doit accompagner pour les élever, en fait. Et que quand ils seront adultes, ils auront cette possibilité à eux de éventuellement faire la même chose, c'est-à-dire fonder leur famille, ou pas s'ils considèrent que la situation, si c'est pas leurs aspirations. Mais ça, c'est important en fait de comprendre que c'est pas tout le monde et que c'est des minorités agissantes qui sont en train de faire ça. Je suis d'accord. Je voulais juste rebondir sur ça. Récemment, j'écrivais c'est pas en détruisant les pères et en castrant les fils qu'on fera des hommes. Et pour moi, il y a ce double mouvement, en fait. Ce mouvement de dire, dans le militantisme que tu décris, ce mouvement de remettre en cause. Encore une fois, il y a à juste titre,
le patriarcat est remis en question, à mon avis, à juste Oui, titre, bien sur certaines choses. Il y a eu des excès, bien sûr. Mais quand on va aussi loin que de dire, en tout cas, moi, c'est ce que je perçois, de vouloir détruire ce modèle. Et de l'autre côté, pourquoi je parle de castrer le fils ? Parce que si on considère que l'homme nécessairement tel qu'il est, il est responsable d'une grande partie des malheurs de la société, donc il ne faut pas que le garçon devienne un homme en fait. C'est ça qui se passe. Bah, pour moi, à mon avis, là, on va vers quelque chose de très très dangereux. Et en plus, ce qui ressort de cette conversation, qui est très intéressant, c'est que par nos expériences, ce qu'on montre, c'est que ce modèle paternel, en fait, pour un garçon, pour un adolescent, pour un homme, il est important. Et on a des déficits qu'on décrit, la perte d'un père très tôt, pour moi un rapport difficile, c'est tout ça en fait qui est en train de se jouer là, dans cette discussion. Moi, je suis assez confiant. En fait, oui, il y a toute la société de consommation qui s'empare des concepts et qui les market, qui les vend et tout. Et les crédules se font avoir, mais ça dure jamais longtemps parce que la mode, ça passe. La mode, c'est un coup de vent. Ça fait des dégâts, oui, mais la nature va rappeler les gens à l'ordre. Dans l'ordre naturel des choses, de toute manière, chez les animaux, on le constate, le modèle maman-papa, il existe. Le modèle homosexuel, il existe. Le modèle transgenre, il existe. En fait, il n'y a que nous qui avons un problème avec ça. C'est-à-dire que les pères qui ont interdit à leurs enfants d'être homosexuels alors que leurs enfants, sans parler des modes, parce qu'effectivement les réseaux, ils troublent les cerveaux et ils sont en train d'envoyer de la merde dans les cerveaux des gens, il y a des gens qui sont vraiment gays. Ils le savent, ils le sentent. Toi, tu le vois, tu l'as en tant qu'enfant, tu le sais. Ben c'est ok, parce qu'il n'a jamais eu accès à réseau machin pour lui montrer que c'était stylé d'être gay ou stylé d'être machin ou licorne ou machin. Tu le sais. Là, c'est le père qui doit accepter ça. Et c'est là où ça a été difficile pour ces enfants-là, qui ont souffert et qui sont peut-être dans une revanche maintenant. Ces enfants, donc ces garçons, mais aussi certaines filles bien qui sûr, ont bien subi, sûr. Moi, ouais. je parle de l'homosexualité en général, hein. Yes. Et même du transgenrisme où, oui, tu te sens femme. Moi, je suis choqué avec ça parce que, encore une fois, dans la nature, les modèles naturels, ils te montrent que ça existe. Donc, si ça existe dans la nature, moi, ça existe chez l'homme parce que nous, on vient de la nature. Donc, fin de discussion pour moi. Pour moi, encore une fois. Donc, le problème, ça a été d'embrigader ça, de fermer les portes et de dire aux gens, tu seras comme ça et tu la fermes. Et tous les gens qui se sont fait enfermer, ils ont besoin de se rebeller, de se battre. Ça va durer un temps. Une fois que les choses seront installées, je pense qu'on va revenir à une norme. Et d'ailleurs, c'est en train de tourner. Le wokisme, il commence à tourner là. Là, c'est plus la mode aux États-Unis, donc en France, ça va tourner aussi. Aux États-Unis, tout le monde est en train de dire ouais, non, mais ce modèle-là, il est pas viable. Bah oui, c'est pas viable en fait. C'est pas possible. Donc, on passe à autre chose, quoi, les gars. Il n'est pas viable parce que économiquement, il n'est pas viable. Mais parce En fait, les institutions du capital te disent à un moment, en fait, mettre trop de morale dans le business, ça fonctionne pas. Bien et sûr. En fait, du coup, c'est même les ratings, la ESG, je sais plus ce que ça veut dire exactement, mais c'est les ratings des entreprises En rapport avec rapport avec la responsabilité sociale et écologique. sociétale des entreprises. Ouais. En fait, à un moment, ils sont en train de dire non, là, en fait, il va falloir qu'on descende en fait nos critères parce qu'en fait, on peut plus faire de business. Parce que naturellement, ça ne fonctionne pas. Parce que si tu écoutes la nature, tu sais que ces choses-là, ça se régule tout seul en fait. Et si tu laisses faire les choses au lieu de fermer ou d'ouvrir ou d'autoriser et que tu laisses juste les gens faire leur vie privée et rien en avoir à foutre, eh ben, tout va bien se passer en fait les gars. Sauf qu'il y a toujours des petits malins de marketeurs de merde qui sont là pour faire un billet et qui sont en train de péter les têtes des gens, mais ça existait déjà dans les années 80-90 quand la pub arrivait fort et que le métier de marketeur c'était le métier le mieux payé pour rien parce qu'il t'apportait juste des nouveaux besoins. Eux-mêmes le disent et ils savent très bien ce qu'ils amènent dans la tête des gens, c'est des besoins qui n'existent pas. Donc toute cette mode-là qui arrive, elle n'a pas besoin d'être là. Nous, ce qu'on a besoin, c'est juste de la tolérance. Bref, on referme la parenthèse. Mais pour dire que ce modèle de papa et de l'émancipation, il vient aussi de la nature. C'est-à-dire que ce que tu ressens, Mourad, comme quelque chose de pas normal quand tu as envie de rejeter ton père, en fait, c'est normal. Dans les meutes de loups, tu crois qu'il reste combien de temps, les jeunes loups, avec les darons, qui sont chefs de meute ? À un moment donné, soit ils se tapent avec,
S'ils n'ont pas le courage de se taper avec, ils se barrent. Sinon, ils le défoncent et ils prennent son rôle. Donc, c'est naturel. Pour nous qui avons une conscience hors nature, c'est compliqué à accepter parce qu'on se dit, il m'a apporté tant de choses. En fait, l'émancipation, elle se fait, elle n'est pas obligée d'avoir de la haine. Tu n'es pas obligé de suivre ton père dans ses marques et c'est pas grave si tu le déçois parce qu'en fait, il a sa propre histoire. De toute façon, les parents ne sont jamais contents. Qu'on soit bien d'accord, il n'y a que la maman pour dire que tout ce que tu fais, c'est incroyable, alors que c'est éclaté au sol. Oui. Alors que c'est éclaté au sol, tu vois, on est d'accord. Genre, tu vas faire une peinture, ah, c'est incroyable, mon fils, c'est un artiste. C'est nul à chier, c'est nul. Bah, cette polarité mère-père, elle est importante aussi parce que ce qu'on constate aujourd'hui dans l'éducation, dans la psychologie de l'éducation d'un garçon, c'est que justement cet amour inconditionnel, il n'aide pas un garçon à se construire. On a besoin, garçon ou fille, on a besoin de cadre d'ailleurs. Et on a besoin des deux, en fait, de cette polarité. Pour reprendre ce que tu dis, en fait, pour moi, c'est... rejeter le père complètement, c'est problématique. Même si on parle de tuer le père dans la psychanalyse... pour mettre des mots, pour mettre une métaphore forte sur l'émancipation dont tu parlais. En même temps, le rejeter complètement, ce qui est le mouvement que je critique actuellement, ce qui est le truc dans lequel j'ai pu être de manière adolescente, pour moi, c'est problématique. Parce que pour moi, c'est me couper d'une partie de qui je suis. Et de l'autre côté, l'aduler complètement en disant tout était parfait et il n'y a pas eu de problème, c'est aussi refouler, renier la réalité de mon sentiment. Donc pour moi, l'équilibre, il est entre les deux. En fait, c'est faire la synthèse en disant, c'est ce que tu dis à la fin, en fait, c'est normal. Mais oui, c'est normal. Ça fait partie de processus, c'est ton histoire et c'est ok, tu vois. Il n'y a pas à... Mais pour moi, il faut pouvoir aller au bout du ressenti pour ne pas avoir de ressentiment. Je pense que le ressentiment contre le père que j'ai pu avoir, il peut être problématique. Et tout mon travail, justement, ça a été de mettre des mots dessus, ressentir, discuter avec lui, même m'imposer par rapport à lui, dire non quand ça a été conflictuel. Et il y a un truc qui s'est rééquilibré. C'est-à-dire que moi, tant que j'étais pas capable d'imposer, c'est pas d'imposer, mais c'est de m'affirmer, bah en fait, ça pouvait pas le faire. Et aujourd'hui, ça s'est bien réglé, ce truc-là. Bah, on en revient à la nature. Tant que le louveteau il est pas capable de défoncer le daron, bah le daron il s'en bat les reins en fait. Ferme-la. Et une fois qu'il se fait défoncer le daron, bah il taille sa route et puis il va crever tout seul. Donc voilà, mais nous on le fait d'une autre manière, on le transfère à notre image dans une société, dans un contexte différent, mais c'est les mêmes ressentiments. Après, des fois on sait même pas pourquoi on a le seum. Oui. Tu voulais dire quelque chose, Nordine ? Ouais, si je peux me permettre. Bien sûr, bien sûr. Quand nos parents, et ça c'est quelque chose qu'on n'aura pas la chance d'avoir, si nos parents avaient vieilli suffisamment, on a un rôle aussi en fait de protecteur et les rôles s'inversent. C'est-à-dire, mais pour devenir protecteur, justement, il faut avoir pu s'affirmer et avoir conscience en fait de sa dominance vis-à-vis des parents, mais c'est une dominance symbolique. C'est-à-dire que là, en fait, le rôle s'inverse. L'enfant devient le parent pour ses parents. Et du coup, c'est ça aussi. Nous, aujourd'hui, on n'a pas besoin de ça. Dans le sens, moi, voilà, mon père n'est plus là. Mais aujourd'hui, il aurait quelque chose comme 74, 76 à peu près. Et du coup, je sais que ses moyens physiques auraient décliné, forcément. Et c'est là où toi, en tant qu'enfant, eh ben, symboliquement, tu vas être encore plus présent. Et là, tu vas devoir faire des courses pour tes parents, tu vas devoir les amener à tel endroit, et prendre soin d'eux, comme eux, ils ont pris soin d'eux quand tu étais enfant, en fait. Et du coup, on peut pas vraiment... Moi, je trouve ça trop fort quand on dit tuer le père symboliquement, parce qu'en réalité, non, on doit jamais casser le lien avec sa famille, quand on a la chance, en plus, d'avoir une famille qui a pris soin de soi. Mais par contre, il faut trouver sa place. Et c'est pour ça que quand on dit tuer le père, en fait, c'est une façon de dire on trouve sa place, mais finalement, est-ce que sa place, on la cherche pas toute sa vie ? Parce que même si on sait qui on est et qu'on se développe, on est toujours dans une recherche de savoir est-ce qu'on est au bon endroit dans notre environnement, la bonne place pour se sentir heureux finalement, parce que leur recherche aux parents inconsciemment, c'est de se sentir heureux. Donc ils l'ont fait parfois à travers l'éducation de leurs enfants, en se mettant de côté.
Et comme nous, on a eu plus de confort, justement, on a cette possibilité de se dire, ok, je réfléchis à quel est mon rôle, à quel endroit je dois me placer pour justement atteindre ce bonheur, cette plénitude, et pouvoir la transmettre autour de moi, aussi bien à mes parents qu'à mes enfants. Donc en fait, on arrive on est dans un rôle de lien en fait entre le, je sais pas comment l'expliquer, c'est un peu la vie qui suit son cours, on va dire. Et de tes parents, il y a eu toi, et ensuite il y a tes enfants à toi, et peut-être eux, ils auront des enfants ou pas, mais en tout cas il y a un fil conducteur. Ouais, et tu dois pas, et tu es le père en fait symboliquement, c'est casser ce lien finalement. C'est couper ce fil. C'est intéressant parce que toi, tu le vois comme couper ce fil. D'autres le voient comme juste s'émanciper. Mais c'est vrai que toi, tu es le père. Je pense que ça parle plus parce que ton père est décédé. Et c'est comme moi. Après, moi, ça me parle moins parce que moi, tout ce qui est concept, je le dédramatise tout de suite et je sais que j'essaie de faire en sorte de comprendre l'idée qu'il y a derrière au lieu d'être choqué par le mot. Et moi, ce que tu me dis, je comprends tout à fait. Peut-être que dans d'autres circonstances, si j'avais eu mon père plus longtemps, ça m'aurait fait tuer le père, j'aurais pas été d'accord. Quoique, je suis du coup pas d'accord finalement. Mais c'est vrai que l'image forte de tuer le père, je pense qu'elle a été évidemment reprise, pas pour rien, par certains et certaines, pour un peu détourner le propos de base. Et faire en sorte que ça appuie les propos de certaines personnes actuellement. Je pense qu'on peut effectivement s'émanciper du père sans dramaturger. Mais, ceci étant dit, comme on est des humains, on aime le test. Et on aime tester. Et quand les darons, et je le vois très bien, sont là en train de te pousser à bout et de te dire t'es une merde. Regarde-moi bien, je te regarde dans les yeux, t'es une merde. En fait, il attend que tu lui dises regarde comment je suis pas une merde, mon gars. Regarde comment je gère ma vie. Regarde comment j'assume ma famille. Regarde comment j'assume ce que je suis en train de mettre en place. Qu'est-ce qu'il y a ? En fait, il attend que ça. Consciemment ou inconsciemment. Il a besoin d'être rassuré. Parce qu'en fait, à partir du moment où il te fait des reproches, c'est qu'il a peur pour toi. Fin. C'est tout. Sinon, il ne serait pas agressif. L'agressivité, elle vient de quelque part. Elle vient de la peur. Elle vient de la peur de ce que toi, tu es en train de faire, parce qu'il n'a pas confiance. Par rapport à son passé. Je vais mettre une nuance. Peur pour toi, oui, en grande partie, et parfois, c'est peur de toi. Ah oui, il y a ça aussi. Oui, ça, c'est vrai. Peur de toi. Que tu sois meilleur aussi. Par exemple, ou oui, que tu sois, je suis totalement d'accord. Ou que tu sois trop différent, ou que tu aies une lumière qui sort trop du cadre et ça dérange. Oui. Moi, je voulais te demander, Ismaël, c'est quoi le meilleur souvenir que tu as avec ton père, puisque tu te souviens de le meilleur souvenir. Ouais. Peut-être un truc du quotidien, enfin, ouais, je sais pas, un petit truc, gros truc. Hein. Ou... ouais. Non, c'est un truc. En fait, il faisait de la basse et du coup, des fois, il sortait sa basse et puis il nous faisait gratter un peu. Je me rappelle, c'était sous le canapé clic-clac, donc il fallait faire le clic, retirer la basse, clac, et il jouait avec, et c'était très sympa. Il nous faisait l'avion aussi avec les pieds, et ça, je kiffais de ouf. Genre, quand j'étais... mais moi, je me rappelle comme si c'était hier, alors que ma mère, elle m'a dit, mais t'avais 3-4 ans, quoi. C'est impossible que tu te rappelles ces trucs-là, et pourtant, ils ont vraiment existé. Et donc, ouais, il me poussait avec ses pieds, il me faisait faire l'avion. Voilà, ça, c'est mes meilleurs souvenirs. Parce qu'après, j'ai des souvenirs moins marrants, mais c'est quand il me faisait faire du vélo, pour m'apprendre à faire du vélo, il mettait des coups de pression, c'était pas agréable. Hein. Jamais il a été violent, mais par contre, coups de pression... Comment ça, t'y arrives pas? Ah bah gros, c'est dur en fait d'enlever les pédales, frère. Mais grâce à lui, j'ai réussi, hein, tu vois. Pareil pour le roller, c'est aussi grâce à lui, parce qu'il mettait une pression de ouf derrière. Ouais, vas-y, faut que tu y arrives. Ok, bah je vais y arriver alors, j'ai pas le choix, tu vois. Est-ce que tu y serais arrivé sans cette pression? Oui, parce que je me serais comparé à d'autres enfants qui arrivent et ça m'aurait mis le seum. Mais, par contre, mon père a fait que j'y arrive très vite. J'y arrivais très très vite. J'étais très rapide en vélo sans les pédales. J'étais très rapide sur les rollers. Il n'y a pas de souci, quoi. Il y a un exemple aussi de ma daronne. Enfin, c'était trop marrant parce qu'ils étaient vraiment pas du tout accordés. Mon daron, il m'apprend à moucher sans les mouchoirs.
Il me dit, mais blédard de ouf. Hein. Il me dit, ouais, si un jour t'as pas de mouchoir, bon, il parlait pas comme ça évidemment. Si un jour t'as pas de mouchoir, comment tu te mouches? Bah, je dis, je sais pas. Il me dit, ouais, tu prends ton pouce et tu fais rac. Ok, d'accord. Ma mère, elle voit ça. Hein. Elle ramène un mouchoir, elle dit, mais qu'est-ce que t'apprends à notre fille? Ça va pas quoi? Ça, bah, tout de base, quoi. Tu vois, non, c'est pas possible, no way. Et du coup, moi, je me rappelle de cette image entre les deux darons qui n'étaient pas d'accord sur comment se moucher s'il n'y a pas de mouchoir. Et en fait, mon daron, il a raison. S'il n'y a pas de mouchoir, la réponse, elle est là. S'il n'y a pas de mouchoir, comment tu te mouches? Bah, tu te mouches sans mouchoir. On enseigne la survie. Voilà. Et après, s'il y a des mouchoirs, évidemment, je vais utiliser un mouchoir. Enfin bref, c'était incroyable cette histoire. Enfin bref, voilà. C'est un de mes meilleurs souvenirs avec mon papa. Et toi, Nordine? Les meilleurs souvenirs. Franchement, un souvenir qui m'a marqué, parce que pour une fois, j'ai senti mon père fier de moi. C'est à mon premier combat de boxe éducative. Ça se passait dans ma ville. Et d'habitude, mon père n'était pas présent au sport. C'est-à-dire qu'il m'amenait aux entraînements de temps en temps parce qu'il n'aimait pas que je marche pour rentrer à la maison. Ça, des fois, l'hiver, fallait rentrer la nuit, tout ça. Il savait qu'il faisait froid après l'entraînement. Il se disait, bon, je suis à la retraite, je peux aller le chercher. Donc, il s'investissait un peu là-dedans. Et au bout de 3 à 4 mois de boxe, je fais mon premier combat éducatif. Et il est là. Il vient avec ma mère, mon petit frère et tout. Et je le vois, il kiffe. En fait, en mode, il me regarde. Tu sais, en plus, je gagne mon combat. Bon, après, quand on est à domicile, franchement, même si t'as pas été plus performant que l'autre, parce que pour moi, c'était un match nul, et ben en fait, tu gagnes. Et en fait, ton père, il te regarde avec des yeux fiers, tu vois. Et ça, c'est un truc, ça m'a fait du bien. Parce que trop de fois, en fait, j'ai eu le sentiment, en fait, de pas le... Comment dire? De pas le satisfaire. De pas... Et du coup, ça m'a fait du bien dans mon cœur, en fait, de sentir qu'il avait de la fierté quand il me voyait. Et il me l'a jamais dit qu'il était fier de moi. Et c'est ma mère, en fait, qui disait, ah, et vous savez, tu sais, il parle tout le temps de vous, il parle aussi de toi. Quand on est ensemble, il me dit ça, il me dit ça. Mais lui, en fait, il disait pas parce qu'il exprimait pas ses sentiments. Ça faisait pas partie de... Et on parlait tout à l'heure de qu'est-ce qu'on connaissait sur son père. Moi, mon père, je le connaissais très peu, en fait. Parce que du coup, il racontait pas sa vie. Toutes les choses qu'il a vécues jusqu'à être avec ma mère, jusqu'à ce que nous, on soit là, tout ça, il racontait pas. Il disait un petit peu de temps en temps, ouais, là, on était avec des cousins, on a fait ci, ça. Mais c'est une ou deux histoires comme ça, tu vois, des petites anecdotes. Mais sa vie, en fait, je la connais pas. Et ça a été un de mes plus grands regrets, c'est que quand il est décédé, en fait, il a eu un cancer. Et le cancer, il l'a emporté rapidement. En quelque chose comme 6 ou 7 mois après le diagnostic, il est parti. Et moi, en fait, dans cette période-là, j'allais le voir tous les week-ends. C'est-à-dire que j'habitais à Lyon et je faisais la route pour aller chez mes parents. J'en avais pour 2-3 heures. Mais tous les week-ends, je rentrais, j'étais avec eux. Et malgré ça, en fait, je parlais pas avec lui. Parce que je me rendais pas compte. En fait, j'étais un jeune adulte. Et vu qu'on n'avait jamais parlé ensemble, vraiment, ben, tu sais, c'était juste, il était là, comme je disais tout à l'heure. Et du coup, finalement, ben, ce temps-là que j'ai eu avec lui, je l'ai même pas optimisé. J'ai pas cherché à le connaître. Et du coup, c'est un des trucs qui m'a fait le plus mal quand lui, il est parti. Parce qu'en fait, je le connaissais pas suffisamment. Et du coup, j'étais obligé de demander des infos des fois à ma mère. Mais je disais, mais en fait, non, parce que c'est la version qu'elle me raconte, c'est peut-être pas la vraie, tu vois. Parce qu'en réalité, c'était peut-être ce que lui a raconté sur le coup, c'est ce qu'elle a compris. Tu vois, c'est pas du direct. Et au final, ça a été une frustration. Et j'ai mis longtemps, en fait, à la passer. Maintenant, ça y est, je l'ai encaissé. Ça a fait suffisamment longtemps. Mais même des fois, je trouve ça dur. Parce que je me dis, merde, quand même, là, t'as raté un truc. Et j'ai essayé de corriger le tir un petit peu avec ma mère en lui posant des questions sur sa jeunesse, tout ça. Parce que je me suis rendu compte que c'était pareil avec mes deux parents. Mais la chance que j'ai, c'est qu'elle est encore là. Donc, quand j'ai envie de parler avec elle, je peux lui demander, tout ça. Et je corrige le tir au moins de ce côté-là. Mais ça remplacera pas le fait que je l'ai pas fait avec mon père. Par rapport à ton fils qui s'appelle Ismaël, comment ça va influencer l'éducation que tu pourrais avoir avec lui, tu penses? C'est une question compliquée en fait parce que l'éducation elle se fait conjointement, déjà avec mon épouse. Donc il y a toute une partie de l'éducation qui ne dépend pas de moi, qui dépend vraiment d'elle. Et moi en tant que papa, ce que j'ai envie de lui apporter, c'est pas la même éducation que j'ai reçue de la part de mon père. C'est une éducation similaire, mais c'est pas la même. C'est-à-dire que toutes les choses que j'ai appréciées de mon père et que je fais aujourd'hui par mimétisme, sans même m'en rendre compte des fois,
bah forcément je vais lui transmettre peut-être parce que lui il va le voir, mais sans que j'ai à dire quoi que ce soit. C'est quoi les trucs que tu t'es rendu compte que tu faisais naturellement en mode comme ton père? Bah tu vois, typiquement, moi j'aide ma femme à faire le ménage. Moi je fais le ménage tous les jours chez moi. Et en fait c'est mon père, je l'ai toujours vu en train de faire du ménage chez nous. Et en fait à partager les tâches équitablement avec ma mère. Même si ma mère en faisait plus dans le foyer, lui était toujours présent pour faire certaines choses qui n'étaient pas un rôle en fait stéréotypé pour les hommes au départ. Mais lui il m'a montré en fait c'est normal de passer le balai, c'est normal de faire la vaisselle. En fait toutes ces choses-là, je les ai vues, il n'a pas eu à les dire. Et du coup au final ça a quand même facilité les relations, déjà tu vois les relations de couple. Quand déjà comment dire, t'es pas tout à fait tu sais l'homme traditionnel tu sais qui va venir moi j'ai vu des pères de certains potes, ils rentraient du travail et à 19h en fait ils mettaient les pieds sous la table et la maman en fait elle avait préparé le repas et tout, ils avaient pas à calculer toutes ces choses là et ils faisaient pas la vaisselle chez eux. Chez nous c'était pas ça. Chez nous il y avait déjà en fait j'ai eu la chance d'avoir un père moderne qui déjà en fait était dans cette façon de faire d'accompagner son épouse et puis même de discuter avec elle et tout. Donc du coup, bah ça tu vois, je sais que je le fais, je vais continuer à le faire. Donc mon fils il le verra, donc peut-être que ça il le prendra ou pas, finalement ça va dépendre vraiment de lui. Par contre en termes d'éducation pure, je vais pas le forcer à être quelque chose d'autre que ce qu'il est. Si par exemple il est doux, je vais pas lui demander d'être dur, tu vois. Moi je sais que quand j'ai fait de la boxe, c'est parce que mon père en fait, je le voyais dans ses yeux qu'il trouvait que j'étais trop doux justement, et du coup après j'avais besoin de prouver. Donc moi j'étais un bagarreur quand j'étais petit, alors que j'avais peur, j'étais un peu heureux. Mais par contre, je me sentais tellement le besoin de devoir prouver à mon père que j'étais quelqu'un de courageux, que du coup j'allais me battre avec n'importe qui en fait, qui ne serait-ce que me manquait de respect, m'insultait ou quoi que ce soit. Le gars pouvait faire 2 têtes de plus que moi, j'y allais. Je me suis fait défoncer un nombre incalculable de fois, mais j'y allais. Mais c'était juste parce que je devais prouver à mon père. Bah ça, typiquement, moi j'ai un garçon, je le forcerai pas à être plus dur que ce qu'il n'est. S'il a un caractère doux, si c'est un rêveur, bah en fait, tout ce que je vais lui dire, c'est fais les choses avec passion, fais-les jusqu'au bout, et essaye d'être le plus content de toi, de ce que tu vas achever en fait. C'est juste ce que je veux lui transmettre. Après, lui dire t'inquiète, je suis derrière toi, je suis en backup. Si t'as besoin, je suis là. Voilà, moi c'est ça l'éducation que je veux donner à mon enfant. Puis après, l'ouvrir sur tout, hein, sur tout ce qui peut, que ce soit la culture par exemple. Comme je disais, mon père était ouvrier, il n'est pas allé à l'école, il a appris le français, il écrivait en, comment dire, comme il entendait, en phonétique. Donc déjà, ça c'est très bien ce qu'il a pu faire. Moi, si je peux déjà donner, apporter de la culture à mon enfant en l'initiant à du cinéma, à aller voir des films, à jouer de la musique. On a un piano chez nous, bah, typiquement, j'ai jamais eu d'instrument de musique chez moi. Je sais même pas en jouer. Ma femme, elle en joue, donc je dis, bah, vas-y, mets-toi avec lui, peut-être vous pouvez jouer un petit morceau. Ça va éveiller son oreille musicale et peut-être plus tard il va kiffer et il va... mais après, peut-être qu'il le fera pas. Mais je m'en fiche en fait. Je veux juste lui donner des possibilités qu'il exploitera s'il en a envie. Donc en fait, voilà, moi je suis parti pour ça en termes d'éducation. Et puis après, par contre, il y a des choses sur lesquelles je suis très regardant. C'est le civisme. Ou en tout cas, le fait de bien se comporter en société. Quand il y a, par exemple, du monde, tu n'es pas obligé de faire plus de bruit que les autres pour te faire remarquer. Même si tu as un caractère un peu expansif, pense qu'en fait, ta place, elle n'est pas forcément de prendre tout l'espace disponible, d'en laisser aux autres. Le partage, le bonjour, merci, au revoir. Voilà, en fait, c'est surtout ça. Et puis après, par contre, l'aider à développer un sens critique, pour moi, c'est important. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a une majorité de personnes qui pensent comme ça que toi, tu dois penser comme ça. Toi, réfléchis pourquoi tu penses comme ça et est-ce que c'est dans ton intérêt. Enfin, si je peux déjà lui donner ça, après, on verra. Après, il va se débrouiller aussi, hein, de toute façon. Ouais, mais ça, c'est mon objectif en tant que parent. Moi, j'ai plein de bons souvenirs avec mon père. Il nous faisait des dessins. Souvent, il nous faisait des dessins. Mais il dessinait bien, en plus. C'est un truc qu'il n'a pas développé, mais il nous faisait des dessins. Et je me souviens que le peu de fois où il nous en a fait, moi, j'ai kiffé. Ou alors, il nous faisait des bateaux en papier. Ça aussi, c'est un très bon souvenir. Je pense à un moment en particulier qui m'a vraiment profondément marqué. C'était Halloween. Je pense que j'avais, 7 ans, 8 ans.
Et en fait, nous, on voulait avoir des déguisements avec mon frère. Et mon père, religieux qu'il est, musulman pratiquant, c'est mort. Vous n'avez pas fêté Halloween, en fait. Et il nous dit, et en fait, on a juste dit, on n'a pas cherché à négocier avec lui. Juste, on est parti, mon frère et moi. Tu vois, on est parti, il a vu qu'on était triste. Et le lendemain, il est venu avec des masques de squelettes. Mon père, Incroyable. religieux, musulman pratiquant qu'il est, et aller contre sa propre croyance par amour pour ses enfants. Ouais, c'est fort. Hein. Ça, j'oublierai jamais. Et pour moi, en fait, c'est ça l'amour d'un père. Ouais, il est allé au-dessus de ce en quoi il croyait. C'est fort. Hein. Ouais, par amour. Ouais, c'est très très fort. C'est très très fort, mec. Donc ça c'est vraiment, c'est vraiment resté avec moi. Et je pense à une troisième situation qui est arrivée plusieurs fois où, en fait, aujourd'hui, je suis une personne que les gens viennent consulter pour avoir des conseils ou de l'écoute. Et je me souviens que très souvent, quand je partais faire des trucs avec mon père, on allait faire les courses ou quoi, des fois, il y avait des situations et il me disait, regarde ce qui se passe. Il me disait, un tel, il a fait ça. Et un tel, il est comme ça. Et en fait, il me décortiquait la situation. Ouais. Et il me disait, tu vois, dans les relations humaines, en fait, ça se passe comme ça. Il me donnait des leçons, en fait, sur la nature humaine. Et ça m'a beaucoup... Ouais. Est-ce qu'il y a des trucs que vous vous souvenez qui vous saoulaient chez votre père? Non. Mais non, parce que pas assez de vie, quoi, avec lui. Actuellement, si je dois imaginer, je sais même pas, peut-être qu'il me dirait qu'il est fier, ou peut-être qu'il me dirait wesh, t'as pas assez d'argent là, mon gros là. Travaille mon frère. J'ai deux tafs, hein, mais il me dirait quand même, je pense qu'il serait capable de me dire taf la nuit aussi. Faire rentrer Comme l'oseille. c'est 3 tafs, c'est bien, tu t'es vivant, tu peux travailler. Ou faire un business? Ouais, parce que mon père, il travaillait beaucoup. Ouais. Donc, Qu'est-ce qu'il faisait? Il était taxi. Déjà parti dans son taxi? Ouais, bah oui, il avait à chaque fois un nouveau taxi. Et en fait, c'était stylé. Après, je choisissais tout le temps des Citroën, je comprenais pas, mais Citroën BX, la plus moche du monde, avec ses boules, les boules, tu sais, le truc dossier en boule de bois pour masser, alors que c'est horrible pour le dos, c'est dégueulasse. Donc, il nous faisait des tours de parking. Et puis après, il a eu la grosse XM, tu sais, bien à la mode à l'époque. Et c'est le moment où il a sa licence de taxi gratuite offerte par la ville de Paris. Et en fait, il décède cette année-là, quoi. Donc, c'est horrible parce qu'il a travaillé pendant longtemps. Il s'est fait chier avec des licences qui n'étaient pas à lui. Donc, les mecs qui ont des licences, ils te font bosser. Et ils te font bosser comme un yinche, quoi. Il faut que tu leur amènes de l'argent. Et au final, le jour, l'année où il a sa licence de taxi, il a son propre taxi, il décède, quoi. Donc, c'est un peu dommage, mais non, franchement, avec mon daron, c'est que des bons souvenirs, parce qu'il était vraiment pas relou, quoi. Il était, il y a un moment, d'après ma mère et la légende, il fume un ouinge, il s'endort au volant de son taxi, il rentre dans une camionnette de keuf, quoi. Mais il y a que mon daron pour faire des dingues comme ça. Et en fait, j'ai la même malchance que lui, la même malchance. Parce qu'en fait, dans la malchance, il y a toujours une chance, tu vois. Et le daron, il se mord la langue tellement fort qu'après, pour nous parler, on comprenait rien. Et en fait, c'était vers Noël en plus. Donc, gros, je reçois une locomotive parce que j'étais grave fan des trains et tout ça. Bref, vas-y, j'étais dans les trucs mécaniques et tout, sciences, tout ça. Bref, à l'époque. Et en fait, il me parlait, il me disait alors, t'es content de ton TGV? Et je comprenais rien, c'était ma mère qui faisait la traduction, tu vois. Mais j'ai que des bons souvenirs, en fait. Même des dingueries comme ça. Mon daron, il a... Donc, du coup, je vais faire que des bons souvenirs, hein, désolé. Mon daron, il a acheté des faux papiers à un keuf, quand même. Et du coup, il s'est fait péter, quoi. Mon daron, il a acheté un autoradio sur le parking de Bélep. Le gars est parti avec son argent. Mais l'autoradio n'est jamais venu. C'est mon daron, quoi. Non, mais il est incroyable, lui. Et puis moi, je suis pas... Des fois, je suis pas concentré. Je suis comme lui, tu vois. Je fais confiance aux gens. Mais ouais. Non, que de bons souvenirs, de la rigolade, quoi. Voilà. C'est cool. C'est une bonne chose. Après, non, en vrai, il n'y a pas que des bons souvenirs, mais c'était pas quoi. Ah ouais, c'est quand mon daron et ma daronne se tapaient dessus, mais très souvent. Ouais.
Ma daronne, c'était une niaqueuse, donc elle allait tout le temps chercher. Bref, elle avait ses problèmes, quoi. Et du coup, mon daron et elle, tout le temps en train de se péta, quoi. Ça, c'est les mauvais souvenirs. Mais nous, il nous a jamais tapé, quoi. Jamais il a crié sur nous. Jamais il nous a péta. C'était qu'avec ma daronne, c'était une grosse bagarre en permanence, quoi. Donc, c'est le mauvais souvenir. Voilà. Nous, on s'est pas beaucoup fait frapper. On a eu quelques gifles, mais... moi, bien placé, quoi. Ouais. Des gifles techniques. Ouais. En fait, j'ai aucune... aujourd'hui, j'ai aucune... rancœur, où c'était juste, c'est le moment où t'as dépassé la limite, t'as fait la connerie qu'il fallait pas faire, et le daron qui revient mettre la limite, on s'est pris des gifles, mon frère et moi. Mais ce qui est marrant, c'est que quand mon père il nous mettait les gifles, en fait il s'en voulait après. Ouais, bah normal. Et on le voyait, il s'en voulait vraiment. C'est-à-dire que sur le coup il était en colère, mais parfois parce qu'il avait peur aussi qu'on se fasse du mal ou quoi. Mais il revenait tout le temps et il s'excusait même. Ouais. Mon père s'excusait de nous avoir mis une gifle. Ça prenait une demi-heure, une heure, tu vois. Mais il venait s'excuser, tu vois. Parce que ça lui faisait mal d'avoir dû faire ça. Mais il nous disait, ouais, c'est pour vous, en fait. Ce que vous avez fait, là, c'est... Alors, moi, j'en ai une bonne, si tu veux. J'étais dans un supermarché, dans un Monoprix, avec lui. À l'époque, ça s'appelait Prise Unique. Et en fait, le délire, c'est que j'ai dû le saouler, tu vois. Et il m'a mis une claque. Et c'était rare qu'il frappe. Mais après, par contre, lui, il mettait pas que des claques. Des fois, coup de tête, des fois, balayette. Il était technique. Non, mais... quand il frappait, mais moi, j'étais un enfant turbulent. Donc, tu vois, je peux pas dire que genre, je méritais pas les corrections. Des fois, tu vois, les corrections, elles étaient nécessaires pour recentrer l'esprit. Et en fait, je lui ai fait un plan. C'est que je me suis mis à tirer la langue toutes les 4-5 secondes. Pendant genre 15-20 minutes comme ça. Puis lui, il se met à stresser, il se dit merde, je lui ai décollé un truc dans le cerveau, ou tu vois, réflexe de daron. Il se dit merde, j'ai fait une... Je l'ai rendu zinzin, le gars. Je l'ai frappé trop fort. Ouais, c'est ça. Alors que la gifle, la vérité, elle était juste humiliante parce que voilà, c'est une gifle. Mais moi, en fait, pour le faire flipper, en fait, je devais avoir 6-7 ans, tu vois. Et du coup, je me suis mis à faire ça, à tirer la langue toutes les 4-5 secondes. Puis à un moment, il commence à flipper, tu vois. Puis il s'arrête, il se met à mon niveau. Genre, tu sais, lui, c'est un adulte, il est grand. Et moi, je suis petit. Et il se met, tu sais, à croupir en face de moi. Puis il commence à me caresser le visage. Puis il me dit, non, mais ça va. Puis du coup, je me mets à exploser de rire. Et là, je le vois, il a les larmes aux yeux, tu sais, en mode... Il a envie de me débaiser, tu vois, une deuxième fois. Et en même temps, il est soulagé, en fait, que j'ai rien, tu vois. Et ça, tu vois, c'était le genre de truc avec mon daron que... C'est des bons et des mauvais films. Parce qu'en fait, il était quand même chaud, en fait. Moi, mon daron, je l'ai connu, il est passé de nerveux jusqu'à calme, en fait, à l'âge où il est parti. Ouais. Mais j'étais connu super nerveux, en fait. Donc ça, c'était... Je sais pas si on peut dire que c'était un défaut. C'était un trait de caractère. Et quand il était là pour te corriger parce que t'avais fait une bêtise, fallait assumer la bêtise en fait. Mais il était juste, donc je peux pas dire que c'était pas un bon daron, bien au contraire. Et puis ça par contre, tu vois, on parlait tout à l'heure de qu'est-ce qu'on veut transmettre. Je sais pas si j'oserais, tu vois, frapper mon enfant un jour ou quoi que ce soit. Je pense que s'il dépasse les bornes un peu trop fort, ça se peut que ça parte parce que on est humain. Mais globalement, j'aime pas cette idée. L'idée d'imposer en fait une réponse physique sur un petit être qui sera toujours plus faible que toi jusqu'à ce que ça devienne un adulte, c'est imposer une domination qui est pas nécessaire en fait. Puis c'est même pas c'est une domination de faible. Après, je pense que... En tout cas pour moi aujourd'hui, mais à l'époque de mon daron, je le voyais pas comme ça. Je me disais, il l'a fait parce que j'étais trop turbulent. Ouais, mais au final, tu vois, si toi tu l'as compris, c'est qu'il y a un équilibre à avoir. Il y a une différence entre défoncer son enfant tous les jours parce que tu es énervé, et lui mettre une correction, évidemment, avec une force minime comparée à ce que tu peux mettre, c'est-à-dire maîtriser sa force, et lui mettre une limite physique. Moi, je suis éducateur spécialisé, je me rends compte des gosses qui ont envie de limites physiques et des gosses qui en ont pas besoin. Il y a des gosses qui viennent te chercher au contact. Mais dans la nature, c'est pareil. Il y a des petits louveteaux, ou je prends le loup, je sais pas pourquoi j'ai ça en tête depuis tout à l'heure. Mais ils viennent chercher le physique, ils se mettent en danger, ils attendent que la daronne ou le daron, il la chique par la nuque, il le ramène à l'endroit pour comprendre que c'est pas bien. Parce que c'est comme ça qu'on est, on est fait comme ça. Après, effectivement, il y a une différence
encore une fois, entre défoncer un enfant et lui faire juste sentir que physiquement, là, ça va pas le faire s'il commence à forcer. Et c'est là où, effectivement, on n'est pas tous capables de se maîtriser. Donc, et je sais très bien de quoi je parle, parce que moi, c'était pas mon daron qui nous goumait. Donc, voilà. Et quand c'est gratuit, ça n'a aucun impact. Ça n'a pas de sens. Non, tu vois. Et quand c'est, comme tu dis, à des moments bien précis, bah, toi, tu l'as vu comme une limite. Donc, tu l'as compris. Maintenant, c'est pas utile de mettre des coups de tête, hein, c'est sûr. Il y avait aussi une histoire de peur. C'est le daron qui se préoccupe pour toi. Et parfois, il a tellement peur que c'est aussi pour ça que la gifle, elle part. Ouais, bien sûr. Mais après, il faut savoir en parler aussi. Mais moi, je te rejoins, Nordine, sur le fait que, en tout cas, il faut essayer au maximum de rien avoir à toucher, quoi, physiquement. Moi, je vois ça plus comme une perte de moyens, en fait. En gros, tu es sur une perte de moyens face à l'enfant. Parce que là, quand je vois, par exemple, comme l'histoire de la claque, c'est parce que j'étais chiant. Je devais, tu vois, peut-être être un peu bruyant, peut-être un peu sauter partout. Parce qu'on était dans un magasin et que ça le mettait mal à l'aise. Et que c'était plutôt ça, en fait, le truc. Pas justifié tu forcément. Vois, finalement, est-ce que c'était vraiment justifié ? Et je pense que moi, je l'ai cherché après. Parce que justement, pour moi, j'identifiais que c'était pas justifié. Donc, tu vois, je dis, il était juste. Effectivement, il était juste, mais. Le regard des autres, des fois, te fait faire des choses qui sont totalement disproportionnées vis-à-vis de ce que tu devrais faire. Et ça, c'est aussi un truc aujourd'hui. Moi, je veux dire clairement, mon enfant, il peut faire du bruit parce que c'est un enfant et qu'il ne le comprend pas. Si demain, je suis avec des gens autour de moi, j'en ai strictement rien à faire. Je vais être clair. Mais à un moment, à partir d'un certain âge, je vais lui expliquer, je vais dire là maintenant, tu es suffisamment grand pour comprendre que si tu fais du bruit, ça va déranger la tranquillité des autres et c'est là où tu prends trop de place. Mais quand ils sont petits jusqu'à un certain âge, je suis désolé, tu peux rien. L'enfant, il n'a pas la capacité cognitive ou émotionnelle à comprendre ça. Tu vas essayer de l'accompagner, mais tu vas pas le frapper pour ça en fait. Ah non, mais c'est clair. Et il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas d'enfants dans les lieux publics, qui ne comprennent pas en fait les réactions des parents, qui ne veulent pas taper leurs enfants. Ils disent oh là là, moi ce serait moi, il aurait pris une fessée, ce serait comme ça et tout. Ouais, mais en fait à un moment tu vas pas. Enfin, non, ça me semble disproportionné. Avant la fessée, il y a de la discussion, il y a explication. S'il comprend pas, bah il y a des biais pour rendre la chose désagréable, c'est-à-dire tu veux pas te calmer quand on est avec tout le monde, bah on rentre. Voilà, comme ça tu vas embêter personne. C'est simple. Et c'est tellement désagréable pour lui qu'il va se dire la prochaine fois, et après un enfant ça comprend pas une fois. Hein. C'est quand tu l'auras fait 3, 4, 5 fois retour du parc que là il va se dire bon, si j'ai envie de rester dans le parc, il faudrait que je me corrige tout seul et là ça va marcher. Donc ça c'est un petit tips pour les parents qui savent pas comment faire. En fait c'est de la répétition. C'est de la programmation en fait, hein, tout simplement. Ouais. C'est horrible de dire ça parce que c'est pas cool, mais en fait c'est de la programmation, c'est-à-dire que tu crées une réponse pour stimuler quelque chose dans son cerveau, et là c'est le désagrément, et donc cette réponse va falloir que tu la répètes jusqu'à ce que son cerveau comprenne que là c'est désagréable, et c'est parce que je fais ça que ça devient désagréable, donc du coup j'ai plus envie que ce soit désagréable, donc je vais arrêter de faire ce que je suis en train de faire. Mais c'est de la répétition, c'est beaucoup de répétition, c'est beaucoup de patience. Donc c'est pas avoir un enfant, c'est pas donné à tout le monde, hein. Voilà. C'est sûr, et après en même temps ceux qui en ont font comme ils peuvent avec ce qu'ils ont. C'est exactement ça. En parlant de ça, ça me fait penser, mon père il avait un truc qu'il a toujours, hein. Ça marche moins, on est adulte, mais il n'avait pas besoin de lever la main sur nous parce que lui c'était le regard. En fait, quand on avait fait une connerie, il nous regardait d'une certaine manière. Il te faisait rep. Et là on savait qu'il parlait plus. Son visage devenait très sérieux, il nous balançait le regard et là on savait que... C'est parfait. Ça. Ouais, en fait, là on savait qu'on avait dépassé la limite. Ouais, parfait, ça suffisait. Et en fait, ce regard, il nous l'a fait tellement de fois où il a même pas eu besoin de parler. Tu sais quoi ? Je vais disparaître. Tu sais quoi ? Ce qui est marrant, c'est qu'en ce moment, il y a une mode dans la psychologie qui te dit qu'en gros, il faut arrêter avec la peur et faire peur. Aux enfants, on n'est pas obligé de les terroriser pour les éduquer. Et alors à ça, je répondrais ferme-la. Clairement, oui, ils ont besoin d'avoir peur. La peur, c'est un vecteur de compréhension de situation. Alors, tu vas pas les tyranniser tous les jours. Je pense qu'il y a un gap entre faire peur à un enfant qui a fait une bêtise et faire peur à un enfant tous les jours pour pas qu'il fasse de bêtises.
là, c'est là où moi, tu vois, quand ces gens-là, ils ont fait des études, ils ont une potentielle réflexion et une capacité cognitive élevée pour comprendre comment on peut passer de l'un à l'autre, ils se ferment dans une position extrême ou alors tu n'as plus du tout le droit de faire peur à l'enfant. C'est-à-dire de plus être une limite. C'est ça. Tu n'as plus le droit d'être une limite. C'est ça, en fait, sans parler de peur, c'est histoire de fixer un cadre. Mais oui, mais le cadre, il se fixe aussi avec la peur. Le dogmatisme, en fait, il existe en tout. Il existe dans la religion, mais il existe aussi dans la psychologie. Dans la science. Il existe dans absolument tout. Qui devrait pas y être, même. Et là, c'est du dogme. C'est même de l'idéologie mais clairement, pure. C'est de l'idéologie. Et du coup, libre à chacun d'appliquer ce qu'il veut pour l'éducation de son enfant dans le cadre légal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il me semble que frapper son enfant, la gifle ou la fessée sont interdits, hein, il me semble. Et je pense que tu peux avoir des soucis. Je pensais à un truc, je vais t'expliquer après, c'est pour ça que je souriais. Bah, du coup, ça, c'est un truc, il faut aussi se poser la question en tant que parent. Maintenant, je trouve que c'est une intrusion. En fait, ce genre de loi, c'est des intrusions en fait, dans l'éducation. Parce que l'idée, c'est sûr, comme tu disais, c'est pas de défoncer son enfant ou de le terroriser. Bah oui. Mais du coup, tu vois, ça t'ôte cette option de mettre une fessée à un moment où c'est nécessaire pour recentrer l'enfant. Où il vient la demander, en fait. Il vient te dire, tu veux quoi ? Tu vas faire quoi en tant qu'adulte ? Si je fais ça, tu fais quoi ? Ah bah je vais rien faire. Mon chéri, je comprends, vas-y, expérimente. Et hop, il décède. Super. Bah, c'est une très bonne expérimentation. Ouais, bien sûr. Ce cadre, il est essentiel. Je souriais, Nordine, quand tu parlais de ça, parce que dire que la gifle aujourd'hui, elle est illégale. Mon père, il est allé voir tous nos profs de la maternelle à l'école primaire, au début du collège, pour leur dire si mes fils d'ailleurs, c'était pour nous deux, hein, ma sœur, elle n'a pas le droit à ça, font des bêtises, vous avez le droit de le taper. c'est ce daron, c'est celui-là. De blédard. C'est un truc de blédard. Mais c'est un vrai bail de blédard. Je vous autorise. Ça n'est jamais arrivé. Je me souviens c'est un vrai bail de blédard. Je me souviens que les profs, ils étaient un peu choqués et tout. Et ils disaient, vous inquiétez pas. Ça existe encore aujourd'hui. Hein. Moi, j'ai été surveillant, je te jure. Il y a des parents, ils m'ont dit, goume-le. J'ai dit, je ne peux pas, sinon je n'ai plus de travail. Pas le droit, par contre, j'ai bien envie, mais. Mais goumez-le pour moi. Allez-y avec plaisir chez vous. Non, mais tu les voyais arriver, les darons, tu sentais qu'à la maison, il allait se faire découper. Mon fils, il a fait ça ? Oui. Il le regarde comme c'est fait. T'as fait ça ? Oui. Et là, tu dis, putain, à la maison, tu veux ça. Tu sais, le silence en plus. Ah ouais, non, t'es mort. Tu vas voir. Ah ouais, t'es mort. Viens, rentre à la maison. Moi, je m'en rappelle. Le petit, il veut rester avec toi, il veut pas rentrer. Le daron de mon meilleur pote Driss, de l'époque, marocain. Tu vois. Ouais. Et puis marocain, solide. Il supportait pas les gens qui foutaient rien et tous ses fils jouaient à la console. Alors, il travaillait bien à l'école, hein, mais il jouait à la console de ouf. Et à un moment, il arrive dans la chambre, il prend la console, il la tèche par la fenêtre. What the fuck. Moi, j'étais allongé, j'étais assis de base. Ah, t'étais là, t'as vu. J'étais assis sur, il y avait un lit mezzanine et il y avait 2 autres lits. Donc, parce que nous, à l'époque, on vivait dans des apparts à 1000, donc voilà. Et là, je le vois rentrer énervé, il prend la console, il la jette. Voilà, je me suis allongé, je me suis tourné sur le côté. J'ai fait genre, j'étais en train de dormir, j'ai rien vu. J'ai dit, what the fuck? Il est rentré, il a pas parlé. Il a crack, là. J'ai dit, la PlayStation, elle est partie. La PlayStation 1. Hein. Pas le temps. J'ai dit, il est sorti de la chambre. Et là, il y a le grand frère Youssef, il dit, voilà, ça, c'est à cause de vous, vous travaillez pas à l'école. Et moi, ma console est partie, elle s'est fait jeter et tout. Parce que lui, c'était une tête, tu vois, il travaille de ouf, mais il jouait à la console. Il dit, voilà, maintenant, franchement, vous me saoulez, les gars, et tout. Et moi, j'étais là, votre daron, il est chaud. Hein. Dans ma tête, je suis content de pas avoir le daron des fois, hein, parce que les consoles, elles partent trop vite. T'imagines la détermination du daron, sachant que c'est lui qui a payé la console. Et il s'est même pas dit, tu sais, j'ai payé avec ma carte bleue et tout. Il a pris la console. Encore pire, il s'est dit. Il a même pas regardé à la dépense, il s'est dit, allez, on l'éclate. Je suis mort. Il est rentré, claquage de porte, prise de console, les fils, rien à foutre, racata la fenêtre. J'ai fait, ça va, il a pas amené la télé avec. Le silence de mort. Et après, le grand frère qui insulte tout le monde, j'étais là, ouais, c'est chaud là.
Mais c'est un bon souvenir. Non, mais on Pas a pour- franchement, pour je moi, pense qu'on oui, a- mais on pour a les tous- autres, non. On a tous des souvenirs de darons un peu chauds comme ça, Ouais, de très, très certains chaud, lui. copains. Moi, j'avais un copain aussi, pareil, un Marocain. Son père, en fait, quand il rentrait le soir de l'usine, il l'appelait, il se mettait devant la maison, puis il criait le nom de mon pote, tu vois. Et on était à, je sais pas moi, 5 minutes de la maison autour. Il se mettait à taper un sprint, le mec, parce qu'il fallait qu'il rentre dès que son père il criait Ah ouais, son chaud. prénom, tu vois. Chaud. Et en mode, c'était une gazelle, le gars. Mais il s'est entraîné, le daron, il l'a entraîné. Dès qu'il criait son nom, le mec, ah, mon père, il est rentré du travail. Ah, Il se mettait à courir. Programmation. Tu te demandais même pas pourquoi, en fait. Et j'ai jamais compris. Mais pourquoi, en fait, le daron, il appelle son fils comme ça? Programmation. Regarde à vous. Ouais, mais c'était ça. Et il avait peur. Il avait peur de fou. Moi, Il les- avait un respect plus 100, là, GTA, là. Tu sais, quand t'as le Ah respect, ouais, il avait la ouais. barre de respect full Bien pour sûr. son père. La question que j'ai envie de vous poser, c'est si vous pouviez avoir une discussion avec votre père aujourd'hui, de quoi vous aimeriez parler? On va dire que vous avez la possibilité de passer une journée entière avec votre père. De quoi est-ce que vous aimeriez bien parler? Moi, j'aimerais parler de lui enfant. J'aimerais le connaître en tant qu'enfant, en fait. Si j'avais cette possibilité-là, ce serait le premier truc. En fait, je voudrais même pas lui parler de moi, tu vois, d'aujourd'hui, ou même de lui poser des questions qui m'aideraient. Je voudrais juste le connaître. Donc du coup, en fait, je lui dirais, raconte-moi, s'il te plaît, ton enfance. Raconte-moi les choses qui t'ont marqué. Raconte-moi ce que tu aimais, en fait. Qu'est-ce qui t'anime? Et puis, peut-être pourquoi t'as voulu faire cette famille. Ça, c'est peut-être des choses, ouais, c'est des choses que j'aurais voulu savoir. Je sais pas. Franchement, j'imagine beaucoup quelle tête il pourrait avoir. Il aurait 64. En fait, la première chose que j'aimerais lui demander, c'est s'il est fier de moi, de ce qu'il a vu. S'il avait des conseils à me donner pour toutes les galères dans lesquelles je peux me mettre ou me sortir, ou je sais pas. Si tout ce qu'il a vu depuis que j'ai 8 ans, ça le satisfait, ou ou si j'avais dû faire des trucs autrement. Ouais, je sais pas trop en fait. Parce que c'est souvent que je me pose cette question en plus. Qu'est-ce qu'on pourrait se dire Ouais, je sais pas. C'est difficile parce que, ouais, c'était trop tôt, quoi, donc... Mais ouais, déjà, s'il est fier de moi, et si j'ai pas fait trop de bêtises. Comme un enfant, quoi. Voilà. Tu vois, ce que tu dis, en fait, je me permets de le commenter parce que c'est beau. Parce qu'au fond, on a tous une recherche de reconnaissance de la part du père. Et tu vois, ce truc de dire, ouais, j'aimerais savoir s'il est fier de moi. Bah, en fait, on en a tous besoin, en fait, pour s'épanouir, en fait. Et du coup, je peux comprendre que pour toi, ça soit un manque aujourd'hui et que ça ait pu être un manque avant. Et c'est, comment dire, perdre une personne qui compte pour toi, et je pense qu'un parent, c'est quelque chose d'énorme, mais en fait, ça te laissera toujours un espèce de trou, tu sais, un peu comme si te manquait une partie de toi. Et dès que tu as une des personnes qui t'aiment, je pense qu'ils sont plus là, ça t'ôte une partie symboliquement, mais même physiquement, des fois, tu le ressens. Tu sais, t'as ta gorge qui va se serrer, t'as une douleur dans la poitrine, tu sais pas l'expliquer, tu la contrôles pas en fait. Ça s'exprime musculairement, c'est psychologique, mais ça s'exprime physiquement. Et ça, ce truc-là, en fait, c'est... tu vois, ouais, j'aimerais savoir s'il est fier de moi. Bah, typiquement, je pense que ça doit te prendre, tu vois, quand il pense.
Je pense pas me tromper si je Non, dis non, ça. c'est ça. Je pense que les gens se rendent pas compte que le regard d'un père, il est hyper important. Et l'impact que ça peut avoir sur une vie. Et moi, je sais que ça me pèse parce que, comme je l'ai dit au début, tu es en permanence en train de lutter avec le vent, de savoir si ce que tu fais, c'est bon ou c'est pas bon, quoi. Et tu trouves tes repères tout seul. Et ça prend beaucoup d'énergie. Et après, les gens ils viennent te parler de... Ce mot que je déteste, là. Tu sais, ce que les femmes adorent quand un mec est... comment dire? Tu sais, quand il a plein de projets, qu'il mène à bien les choses. Comment on appelle ça? Entreprenant? Encore C'est au-dessus. Ambitieux. Ambitieux. Ce mot de... qui, que les gens utilisent à tort et à travers. Comment tu veux être ambitieux quand tu sais même pas ce que c'est de grandir, en fait? Quand grandir, c'est toi qui vas construire tout seul, en fait. Tu crois, elle est où la place de l'ambition là-dedans, en fait? Et moi, ça me fout le seum parce que je vois des enfants comme moi. Je suis éducateur spécialisé et je les vois, ils n'ont pas de père ou ils n'ont pas de mère. Et on va leur parler d'ambition, mais ambition de quoi? L'ambition, ça se construit avec un modèle, en fait. Ou des modèles. Mais grandir sans modèle, en fait. Déjà, juste être en vie, pas finir en prison. Mais tu veux quelle ambition après ça, en fait? Et les gens, ils pensent que c'est facile, en fait, la vie. Sans des repères. Et ils se disent pas, mais le mec est plus fort qu'ambitieux, là, en fait. Le mec, il s'est construit tout seul. Avec des repères qu'il a construits. Il n'a pas fini en prison. Il est à peu près équilibré. Il gagne sa vie. Tu veux quoi, en fait, de moi de plus, en fait? Quand moi, j'ai rien eu, en fait. Et je trouve que les gens, ils sont dans des copies de modèles, mais vous êtes pétés ou quoi? On a des vies de ouf et vous nous demandez plus que des vies de ouf? Qu'est-ce que tu vas demander à un gosse qui a une vie de merde de plus que d'être équilibré? Mais wesh, l'ambition, elle est là déjà. Elle est au max, là, l'ambition. Tu veux quoi de plus, en fait? Tu veux qu'il tue des gens pour devenir meilleur? Tu veux qu'il prenne la place, qu'il ait les dents tellement longues, qu'il écrase tout le monde pour aller au sommet? Mais non, déjà qu'il soit une bonne personne avec la vie qu'il a eue, mais c'est un truc de ouf, en fait. Juste reconnais ça déjà et viens parler d'ambition après à des gens qui peuvent se permettre ça, quoi. Voilà. Moi, je le vois chez les jeunes. Et je suis même pas triste pour moi, je suis même plus triste pour eux parce que on leur demande des dingueries alors que... Bref. Si je peux me permettre un commentaire, parce que ce que tu dis, ça me parle. Quand tu parles quand tu parles d'ambition et de comment on te vend l'ambition comme quelque chose de bon, en fait, on te le vend comme un modèle de réussite matérielle la plupart du temps. Parce que là, aujourd'hui, dans tout ce que tu vois dans le développement personnel, finalement, ce qu'ils cherchent à vendre à la société, c'est comment devenir multimillionnaire, comment devenir milliardaire, comment avoir. Pas comment être, mais comment avoir. Et tu vois, avoir de l'ambition, on dit bien avoir de l'ambition, on dit pas toujours être ambitieux. La plupart du temps, on dit avoir de l'ambition. Et en fait, on veut que tu aies de l'ambition, mais c'est quoi, justement? Et dans le modèle qu'on nous vend, c'est ça, c'est se développer capitalistiquement. Et donc, toi, je peux comprendre que ça te foute le seum, parce qu'en fait, ça doit pas censé être le propos de la vie. En fait, ça doit pas être le but de tout le monde. Bah ouais. Il y a des gens qui aiment l'oseille, eh ben, tant mieux qu'ils aillent vers l'oseille, qu'ils aillent vers une vraie réussite, tu vois, qui leur apportera un confort matériel au-delà de tout ce que la majorité des gens peuvent connaître, et même qui leur apportera un pouvoir sur les autres qui sera au-delà de ça. Mais ça doit pas être en fait un modèle de société. La compétition, c'est bon, mais pour certaines choses, tu vois. Par exemple, je veux devenir le meilleur médecin et sauver le plus de vies possible. Je veux devenir le meilleur biologiste, je veux trouver le remède contre le cancer. Là, ok, je peux comprendre qu'il y ait une émulation et puis que les gens, ils aient de l'ambition, justement. Mais pour la majorité des gens,
l'ambition, ça devrait juste être justement, comme tu disais, d'être équilibré, de trouver le bonheur. Ce serait déjà pas mal en fait. Et ça doit pas forcément passer par ce qu'on te vend. Et puis finalement, qu'une femme aime qu'un homme soit ambitieux, qu'elle le soit elle-même déjà. Finalement. Parce que si l'ambition c'est d'avoir un homme ambitieux, c'est pas une ambition finalement. C'est complètement con. Enfin, moi je vois ça comme ça. Ce que... Je suis d'accord avec ce que vous avez dit et je pense que c'est important aussi ce que tu as dit, Isma, parce que ce que tu dis aussi, c'est que on commence pas tous avec les mêmes cartes. Et il y en a qui partent dès le début avec un jeu de cartes très difficile. Il faut simplement reconnaître que voilà, ça a été très difficile. Et qu'il y a des enfants aujourd'hui pour qui c'est très difficile. Donc on n'a pas de jugement à avoir. Moi là, si je pouvais avoir une conversation avec mon père, et peut-être que je l'aurai un jour avec lui, c'est... j'aimerais bien lui parler de ce que je fais dans les podcasts, j'aimerais bien pouvoir m'ouvrir sur certains sujets, mais malheureusement on peut pas parler de ça parce que c'est bloqué, parce que c'est loin de son univers. La pudeur aussi. Et la pudeur, exactement, ouais, un certain respect. Mais ouais, j'aimerais bien pouvoir lui parler comme à un ami, être moi-même, pas devoir forcément rester dans les clous, toujours, pour pas le mettre mal à l'aise. J'aimerais bien qu'on puisse avoir ces conversations sans jugement, ni de mon côté, ni du sien, parce que moi aussi, je peux être dur dans mes jugements. Je me suis rendu compte que lui, il me juge fort, donc du coup, je le juge fort en retour, et ça peut rapidement monter, donc ouais, ce serait ça. Moi, est-ce que je peux te dire un truc, c'est que venant de personnes qui n'ont pas leur daron, ça se tente, hein. Grave. Mec, t'as rien à perdre, hein. Mettre les paramètres de la conversation, tu vois, dès le début de la conversation, tu vois, en mode, écoute, est-ce que sans jugement, on pourrait aborder ce sujet-là, j'ai besoin de ton avis, j'ai besoin de comprendre ce que toi tu penses de ça, et peut-être que, ouais, je connais pas ton daron, mais peut-être qu'il réussira à passer déjà la pudeur qu'il peut y avoir, parce que je sais très bien, pour un daron qui vient du bled, comme je disais, mon père il parlait pas, c'est pas pour rien en fait, c'était de la pudeur, et peut-être que toi aujourd'hui, avec ta maturité, ta façon de présenter les choses, peut-être que tu pourrais mettre à l'aise ton daron et puis que vous pourriez avoir ces conversations. Et si ça se trouve, il attend que ça en fait. Ça se trouve, le gars il se dit ouais, mon fils c'est un adulte, il vient pas me parler de problèmes d'adulte, je comprends pas. Tu vois, ça se trouve, il va être trop content. Alors il te le dira pas, mais ça se trouve, mec, il se dit waouh, il me fait confiance au point de venir me demander des trucs comme ça, mais je pensais même pas. Tu vois, mais ça se tente parce qu'au pire des cas, il se referme. Mais à mon avis, je te le dis, c'est banco. Hein. À mon avis, t'as gagné parce que il va se dire, si mon fils vient me voir pour me demander ça, c'est qu'il m'aime de ouf et qu'il me fait confiance. Donc moi, je te le dis, c'est banco. Maintenant, s'il est un peu sur la réserve, il va revenir. Et première discussion, ça va être... Puis, ouais, vas-y, viens boire le thé, machin, puis on va se parler... Tu vois, parce qu'il y a besoin, des fois, il y a des gens, ils ont besoin de voilà, en fait, ils ont besoin de temps. Le premier, c'est un choc, et encore, bon, je te dis, ça se trouve, il attend que ça. Premier coup, c'est un choc, hop, attends, oh là, il vient me poser des questions, j'étais pas prêt. Puis deuxième coup, ça va venir. Mais franchement, mec, ça se tente. Moi, c'est tout con, hein, le truc que tout le monde répète, oui, on sait jamais de quoi est fait demain. Tu vas pas être comme nous à avoir des regrets, ouais. Ça sert à rien. Vas-y, ça se tente, il n'y a pas mort d'homme. Hein. Mais carrément, merci pour ces mots. Les gars, merci pour cette conversation puissante, touchante, émouvante. Est-ce qu'il y a un dernier mot que vous voulez ajouter pour conclure ? Moi, j'aimerais bien, ouais. En fait, déjà, pareil, vous remercier pour votre ouverture en fait, pendant la conversation. Parce que justement, vous écouter, ça a été un plaisir pour moi. Ça m'a permis de mettre en perspective certaines choses et en plus renforcer certaines choses que je pensais déjà. Mais ça, c'est grâce à vous parce qu'on a pu avoir cette discussion. Donc vraiment, merci beaucoup. J'apprécie. Et puis, c'est une super rencontre, Isma. Ouais, c'est cool. Moi, j'appréhendais un petit peu de parler de mon père avec des gens que je connais pas. Au final, ça fait beaucoup de bien. Merci Nordine et merci Mourad.
Voilà, un bisou à Yaya Diallo et à ton papa. Ouais, bon, je fais un bisou à mon petit papa. Voilà, et puis un bisou à ton daron aussi, que je connais Grave. déjà. Et puis voilà, quoi. Je pense que ils sont là avec nous. En tout cas, moi je sens qu'ils sont là. J'ai pas encore eu cette conversation que j'aimerais bien avoir avec mon père, mais récemment j'ai écrit un texte sur lui et je lui ai fait lire. Ça l'a fait pleurer. Et il m'a dit que j'écrivais bien. Mon père, il a jamais lu ce que j'avais écrit avant. Ça fait 5 ans que j'écris dans mon travail et maintenant je vais publier un recueil et ensuite un livre d'ici la fin de l'année. Donc je vais juste lire ce texte pour conclure. Et je les connais pas par cœur. On n'est pas dans le rap, hein. C'est bon, tu peux y aller, mon gars. Allez, balance ton meilleur freestyle. Le nom du texte, c'est Père. Donc, Père. Ils me disent que ma voix est puissante, mais ils n'ont jamais entendu la tienne résonner. Ils me disent que mes mots sont sages et apaisants, mais ignorent la profondeur des tiens. Ils parlent de mon charisme, sans avoir connu la puissance de ta présence. Ils me disent que peu d'hommes comme moi existent. Ils ne savent pas combien de temps tu as passé à me façonner. Ils disent que je suis têtu. Toi aussi tu le dis. Je crois que je tiens ça de toi. Pardonne-moi d'oublier trop souvent que mes plus grandes qualités je te les dois et que mes plus grands défauts sont ceux que j'ai choisis. Et j'ai envie de vous dire, en tout cas à tous ceux qui nous écoutent, faites un bisou à votre père, envoyez un message à votre père, un câlin à votre père, une pensée à votre père, pour ceux qui sont de l'autre côté, une pensée à nos pères. Et merci à nos pères. Merci pour la force. Et faites un bisou à votre maman aussi. Hey. Ah, la maman, elle en réclame toujours, frère. Elle en a besoin, peut-être même encore plus. Ah, prenez soin de ceux que vous aimez, c'est important. Exactement. Yes. Les gars, pour les gens qui ont apprécié cette conversation, qui peut-être souhaiteraient rentrer en contact avec vous, est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez partager ? Non, pour ma part, non. En fait, si quelqu'un veut rentrer en contact avec moi, il peut très bien te demander, si ça te dérange pas de faire l'intermédiaire. Ça marche. Moi, j'ai rien à vendre, en fait, je suis juste moi, donc voilà. Je ferai le filtre. Ok. Bah moi, c'est les gens connaissent mon Insta, du coup c'est xmaflo, flavaolique. Voilà, je réponds aux gens en général. Donc il y a pas de souci. Yes, ça va apparaître à l'écran comme d'habitude. Merci les gars, c'était vraiment super. Ça va être dur pour moi de publier cette conversation. Je sens déjà le frisson. Mais je suis content qu'on ait eu cette conversation. Merci. Ouais, merci beaucoup. À très bientôt.